Hello les cops, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube où je te parle de coaching, d'affirmation de soi, les coulisses de ma vie d'entrepreneuse. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach de vie spécialisée dans l'affirmation de soi et créatrice de la tribu des cops, ton espace communautaire pour devenir une vraie queen d'être perso et apprendre à t'affirmer. Et mon boulot, c'est de t'accompagner pour que tu ne sois plus jamais obligé de dire oui avec plaisir alors que au fond tu penses non, fous-moi la paix. Et aujourd'hui on va se parler un peu plus de mon parcours, de qui je suis, d'où est-ce que j'en suis, comment je suis arrivée là où je suis, et également te faire un peu plus de partage au niveau vie perso, au niveau pro. On va aller regarder un petit peu tout ça. Et à l'heure où je t'enregistre cette vidéo, on est lundi 29 juillet, demain le 30 juillet, c'est mon anniversaire. Et donc j'avais décidé pour cette période-là un petit peu spéciale en termes de cadeaux, d'offrir du coup une vraie vidéo et épisode FAQ pour te permettre du coup de me connaître davantage, peut-être de te livrer certaines choses dont on n'a jamais parlé. Et vous avez été au taquet. J'ai reçu une tonne de questions, donc elles sont là présentement sur mon téléphone. Donc on va y aller directement pour y répondre. On a du vie pro, on a du vie perso. Bref, je vous ai dit sans filtre, vous pouvez y aller à fond les ballons. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, on verra combien de temps dure cet épisode. S'il doit durer trop longtemps, dans ce cas, on le scindera en deux. Et sinon, ça passera nickel. Et dans ce cas, je vais être assez bref. Mais d'un autre côté, vous me connaissez maintenant, on est Team Pipelette. Donc d'un côté, j'ai envie de dire, on va pas non plus... Voilà, je suis là pour répondre deep, pour répondre en profondeur à vos questions. Pour nourrir votre curiosité, n'est-ce pas? Et puis moi, à l'occasion aussi de vous partager peut-être davantage d'éléments que je n'ai peut-être encore jamais partagés, ou peut-être des choses sur lesquelles j'ai jamais vraiment insisté. Donc ça qui est chouette en fait avec les FAQ. Donc j'ai trop hâte. J'ai pas du tout préparé les filles. Je vous avoue, je les ai lus une fois et je me suis dit ok, on va voir ce qui se passe, on va voir ce que ça donne. Donc allons-y, let's go. On va commencer par la partie vie perso pour changer un petit peu et ensuite j'irai sur la partie vie pro parce que voilà, il y a eu plein de choses qui ont été posées au niveau vie pro. Donc je vais d'abord commencer par la vie perso et il se peut qu'il y ait des éléments que j'oublie un peu. Donc il y aura peut-être un petit peu de vie pro, un peu de vie perso. Enfin bon, voilà, on va y aller comme ça, ok. Et puis on espère que ça sera assez lisible pour vous et que vous vous y retrouverez, n'est-ce pas? Donc let's go, je commence avec quel est ton top 3 de voyage jusqu'à présent et quel est ton top 3 de voyage à faire et ton top 3 de personnes inspirantes. J'aurais peut-être dû préparer quand même. Et un ajout pour le côté vulnérabilité, quelle est ta plus grosse honte? Purée, on commence avec ça. Non mais vous avez vu le niveau? Vous blaguez pas, hein. Franchement vous blaguez pas. Alors, je vais réfléchir quand même un petit top 3 de voyages déjà fait jusqu'à présent. Donc effectivement, moi je suis une grande voyageuse. J'ai toujours aimé les voyages. Les voyages, ça a été, je pense, l'expérience qui m'a permis de vraiment me rencontrer en fait, d'aller à ma propre rencontre. Je pense que avant de partir en voyage et notamment les voyages seuls, j'étais vraiment une personne qui se définissait complètement au travers du regard de l'autre et qui vivait pour les autres. Toujours en reflet en fait à l'autre, qu'est-ce que l'autre a besoin, je m'adapte, toujours dans cette suradaptation. Et le fait de partir en voyage seul, ça a été les premiers voyages que j'ai fait. Après évidemment j'ai continué et là je les ai fait du coup avec mon compagnon. Ça a été de me découvrir en fait. Je me suis découverte dans le cadre de voyage et en étant totalement extraite finalement de mon quotidien, totalement extraite de relations dans lesquelles j'étais, voilà, de ce cycle aussi, métro, boulot, dodo et tout ça. Donc école, métro, boulot, école, parce que j'ai voyagé relativement jeune. J'ai fait beaucoup de destinations j'ai eu la chance pour le coup, je sais que c'est un privilège, mais je suis partie beaucoup en colonie de vacances. Et avec le boulot de mon père à l'époque, il y avait possibilité de partir vraiment même à l'étranger. Donc je suis partie en colo au Mexique, je suis partie en colo au Portugal, en Tunisie. Donc j'ai fait déjà les colonies de vacances m'ont permise, tu vois, de déjà commencer à voyager. Et après, les voyages qui m'ont les plus transformée, je pense. Alors c'est sûr qu'entre voyager seul et voyager à plusieurs, c'est vraiment différent, et voyager en couple encore une fois. Donc là, je vais d'abord parler de... je pense qu'en fait, en vrai de vrai, je pense que ça va être dans l'ordre. Je vais vous partager ça. Je crois que je vais déroger à la règle. Peut-être je vais quand même en dire 4. Ah, sorry. La meuf ne respecte déjà pas la consigne des questions, tout va bien. Premier voyage qui m'a vraiment marqué, ça a été clairement Madagascar. Je suis partie à Madagascar toute seule, en sac à dos, quasiment parce qu'en vrai j'avais 2 valises et je suis restée 2 mois et demi à Madagascar. Et à la suite de Madagascar, j'ai continué avec un road trip du coup pendant 15 jours en Afrique du Sud où j'ai vraiment longé toute la côte de l'Afrique du Sud. Et je les mets ensemble ces 2 voyages parce qu'ils ont été à la même période de l'année. C'était
fin 2017, début 2018. Et ça a été pour moi l'année qui a transformé vraiment ma vie cette année-là. Et en fait, j'ai travaillé du coup en tant que stagiaire dans un lycée français, du coup à Madagascar. Donc j'étais située à Majinga, pour celles et ceux qui le connaissent peut-être. Et j'étais accueillie du coup par une connaissance là-bas, enfin une connaissance assez lointaine pour moi. C'était une personne qui connaissait mon chef de l'époque et pour qui du coup je travaillais déjà très bien en stage aussi. Donc voilà, ça a été aussi des relations qui ont été faites. Donc je suis pas arrivée en connaissant personne, mais d'un autre côté je la connaissais pas non plus. Et donc du coup c'est elle qui m'a accueillie chez elle, où du coup j'ai vraiment vécu en fait une expérience de dingue en étant à Madagascar. Et c'était la première fois que je partais vraiment aussi loin et pour le coup toute seule quand même, parce que je me souviens même qu'à Mada il y a eu une période lors de la période de Noël où en fait je suis partie entre Noël et Nouvel An. Je suis partie toute seule une semaine en fait sur une île à Nocibé, du coup vraiment tout au nord de l'île, et il m'arrivait plein de péripéties, mais ça sera pour une autre FAQ si vous voulez que je vous raconte des péripéties de voyage. Mais n'empêche, ça a été des moments très forts où je me suis rendu compte à quel point finalement je pouvais compter sur moi et à quel point je pouvais faire équipe avec moi-même. Enfin, ça a été le baptême du feu entre Mada et l'Afrique du Sud. Je peux vous dire un truc, après ces voyages-là, de un, j'étais plus la même femme, et de deux, ça m'a fait grandir de ouf, et de deux, en fait, j'ai eu vraiment confiance en moi en fait, au sens propre de la confiance en soi, ma capacité à faire des choses. Enfin, quand vous devez rebondir parce que l'hôtel dans lequel vous deviez être le 25 décembre n'est juste pas ouvert et qu'il n'y a personne pour vous contacter et qu'il vous reste une barre de batterie, prendre un bateau, je peux vous dire une chose, vous n'avez pas le choix que de faire équipe avec vous-même. Donc voilà, ça a été un des voyages transformateurs pour moi. En numéro 2, je mettrais Berlin quand même. Alors c'est un peu différent dans le sens où Berlin, c'était une année en fait d'école, du coup d'école de commerce, où je suis partie du coup un an sur le campus de mon école à Berlin. Et pour moi, pourquoi est-ce que je le mets dans mon top 3? Parce que ça a été, en fait, c'est derrière la signification que je mettais derrière ce voyage. Autant j'adorais l'Allemagne, j'adore toujours l'Allemagne et j'adorais Berlin, mais autant ce que j'ai aimé, c'était la signification derrière, c'est-à-dire que c'était le voyage qui m'a permis de m'émanciper en fait davantage et de partir vraiment. Là aussi, c'était 2016, l'année 2016. Du coup, je partais de chez mes parents, c'était ma première expérience de vie seule. En fait, je l'ai faite directement à l'étranger et ça a été pour moi une année où je me suis sentie libre en fait. Je me suis sentie libre, non pas que j'étais pas bien chez mes parents, mais voilà, c'est cette année-là où je pense que chacune peut s'y retrouver en mode ok, ça y est, maintenant qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma vie et tout ça, c'est mon quotidien, c'est moi qui décide tout, enfin voilà. Donc derrière ça, c'était pour moi aussi un voyage révélateur. Ensuite, dans le troisième que j'ai envie de mettre, je pense que je vais quand même mettre celui-là en troisième, totalement différent là encore, mais c'est le premier voyage que j'ai fait avec mon compagnon qui était au Brésil. Du coup, on est partis tous les deux au bout d'un an de relation. On est partis 3 semaines au Brésil. Et en fait, là aussi, destination hyper lointaine. Pour lui, c'était sa destination de rêve. Et on a pu faire ça. Et donc, pour moi, je le mets direct là-bas parce que, enfin, je le mets dans le top 3 parce que franchement, c'était le Brésil, quoi. Enfin, bon. J'ai fait du parapente, du deltaplane sur la baie de Rio de Janeiro. Je peux vous dire un truc, c'est des trucs comme ça, vous n'oubliez jamais, quoi. Et nous, on est très circuit, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que vraiment, on bouge sur un pays pour se dire qu'on est allé dans le pays, on aime bien pouvoir un peu bouger. Après, j'ai quand même fait dans mon top 3 plus 1, je vais quand même dire New York, parce que c'est un rêve de gosse, clairement New York, un rêve de gosse. Et en fait, ça a été vraiment l'année 2017-2018 où j'ai tout enchaîné. J'ai fait Mada, j'ai fait Afrique du Sud, et après, je suis repartie à New York avec des potes à l'époque. Et ça aussi, c'était une expérience de dingue. Et c'était New York, quoi. Donc New York, je peux pas ne pas le mettre dans mon top, quoi. C'est New York. Mais à chaque fois, des voyages très différents. Dans mon top 3 de voyages à faire, top 3, oh la vache. Non mais moi, en fait, moi, j'aimerais faire tous les pays du monde, en fait, honnêtement. Alors, ce que je vais vous partager là, c'est plus, du coup, ça fait partie, je crois, il y a une autre question qui m'avait été posée, mais en termes de rêve et tout ça. Au niveau perso, en termes de voyage, moi, j'ai pour objectif de vie de faire tous les pays d'Afrique. Et même, avant même de rencontrer mon compagnon, je voulais vraiment partir du bas et en fait commencer à remonter progressivement en fait dans chaque pays d'Afrique. Donc ça, c'est un rêve que j'ai. J'espère de tout cœur pouvoir me permettre pouvoir le réaliser, évidemment. J'apprends à lâcher prise aussi un petit peu plus sur ce rêve parce que maintenant je ne suis pas à deux, enfin je ne suis plus toute seule. Donc c'est un peu plus l'idée de ok, bon peut-être qu'on le fera pas dans ce sens-là, vous savez, un peu la meuf psychorigide, hein. Bon, on change pas qui on est fondamentalement, donc voilà, mais j'apprends à. Donc je dirais ça. Ensuite, depuis quelques années, là je commence à avoir vraiment une envie. Au début, le continent asiatique et tout ça, l'Asie, j'avais pas trop d'attirance spécifique. Et en fait, je commence à avoir envie d'aller explorer, mais plus les pays genre le Laos, Cambodge, vous voyez un petit peu ces pays-là, ça m'intrigue vachement et j'ai très envie de pouvoir y aller. Et dans les autres pays, alors je vais quand même le dire, mais voilà, dans mon top 3, enfin genre si vraiment il fallait choisir les US, moi j'ai envie de faire tous les US en fait, prendre la route
66, bien sûr, bien sûr. J'ai baigné dans la culture, dans la culture. Et du coup, j'aimerais tellement. Donc, je dirais ça, voilà, dans le top 3. Donc, j'ai pas trop choisi des pays, j'ai choisi des continents. Voilà. Ça vous donne le ton et l'ambiance de cette FAQ. Après, dans les autres pays là qui me donnent trop envie, c'est l'Islande aussi. C'est un projet que j'ai très envie aussi de mettre à profit. Voilà, donc c'est plutôt partir loin, j'avoue, qui m'excite pas mal, qui m'enthousiasme pas mal, même si évidemment en Europe on a de très très beaux pays également. Certains que j'ai déjà eu l'occasion de faire. Mais ouais, si je devais choisir, je dirais quand même ça. Mon top 3 de personnes inspirantes. Yes, alors personnes inspirantes, je dirais en numéro 1, et ça restera toujours le cas. Et je me souviens, c'est un truc que je mettais souvent d'ailleurs dans mes trucs là, genre à l'école et tout, quand on me posait ce genre de questions et tout ça. Genre ton héros, ton héroïne, etc. Moi, c'est ma maman en fait. Ma maman, ça reste number one personne inspirante dans ma vie. Voilà, certaines d'entre vous la connaissent déjà un petit peu vu qu'elle bosse avec moi aujourd'hui et qu'on essaie de vraiment construire une boîte qui nous ressemble à deux, un projet mère-fille. Donc autant vous dire que oui, ma maman, ça restera toujours la personne qui m'inspire le plus sur cette planète en fait, et ma personne préférée sur cette planète évidemment. En numéro 2, voilà, certaines la connaissent déjà bien vu que je vous bassine avec dans les accompagnements. C'est Brené Brown, of course. Donc Brené Brown travaille autour de la honte, de la culpabilité, autour du perfectionnisme, du courage, de la vulnérabilité, et c'était pour moi une vraie révélation quand je suis tombée sur ses ouvrages. Je sais pas, ça devait être en 2019, quelque chose comme ça, ouais. Donc ouais, Brené Brown. Et en top 3, franchement, en vrai, il y a tellement de gens qui m'inspirent. Genre vraiment, chaque personne que je rencontre aujourd'hui, j'arrive à trouver une forme d'inspiration. J'ai quand même envie de dire mon chéri, c'est quand même une personne qui m'inspire beaucoup parce que il a une résilience en fait qui m'inspire énormément. Sa résilience, sa capacité en fait à passer à l'action et à tester des trucs et à pas se laisser en fait, à jamais se laisser tomber et à aller toujours décrocher plus loin ses rêves. C'est un truc qui me parle toujours. Voilà, c'est un sportif aussi et je pense que derrière ce qui nous a rapprochés aussi, c'était la partie du sport, ce qui est véhiculé par le sport et tout ça. Donc ouais, j'ai envie de le mettre quand même dans ce top 3. Voilà. Et puis ensuite, un ajout pour le côté vulnérabilité. Quelle est ta plus grosse honte? Ah là, question difficile, parce qu'en plus, c'est tout domaine, quoi. Tout domaine confondu. Alors, faut quand même choisir une honte que je suis capable de partager. On va pas se mentir, hein. Il y a des trucs, les gars, c'est réservé dans mon propre jardin secret. Mais je pense que vous comprendrez pourquoi nous l'avons tous et toutes, n'est-ce pas? Ouais, allez, je vais mouiller un petit peu, ok? Je vais mouiller un petit peu, c'est pas simple, mais je vais mouiller un petit peu. Je pense que c'est lié un peu à l'adolescence, en fait, cette période-là, où j'ai quand même pas mal menti aux gens en fait sur plein de choses pour essayer de me protéger de plein de trucs. Et je pense qu'une de mes plus grosses hontes, c'est d'avoir vraiment, et d'un autre côté c'est une honte, mais de l'autre aujourd'hui je porte vraiment un regard différent, mais d'avoir traîné avec les mauvaises personnes en fait. Vraiment, je pense que c'est ça, de pas avoir eu des fréquentations au niveau du collège qui m'ont fait du bien, au contraire. Et d'avoir vraiment joué le jeu en fait de ce côté être populaire et faire tout du coup pour être aimé des gens populaires. Dans le faire tout pour être aimé des gens populaires, vraiment j'ai fait beaucoup de choses dans cette dynamique-là. J'ai menti, j'ai triché, j'ai cautionné des trucs que je cautionnerais absolument pas aujourd'hui. Voilà, je vais vous le dire, bah oui, en fait, la fille avec qui je traînais le plus, c'était vraiment franchement, c'était un tyran. On va pas se mentir, c'était un tyran. Et du coup, elle tyrannisait les gens. Et en fait, j'ai laissé faire. Franchement, j'ai laissé faire parce qu'il y avait ce truc de si je prends... En fait, c'est un peu ce duel-là dans lequel on est, surtout quand on est jeune. Hein. Mais en fait, encore une fois, on pense en mode survie. Et à ce moment-là, c'était soit les autres, soit moi. Et donc, je me suis choisie, en fait. Je me suis choisie à ce moment-là. Et ouais, je suis pas très fière. Je suis vraiment pas fière, en fait, de cette période-là où c'est quand même allé assez loin sur certaines choses. Voilà, où il y a eu forcément des incompréhensions. Je sais que j'en ai fait baver à mes parents aussi à cette période-là. Donc, c'était aussi pas très simple. Aujourd'hui, avec le recul, je vous dis que c'est une honte parce que c'est des sujets que j'aborde plus, en fait, vous voyez. Et j'aimerais bien un jour réaborder avec certaines personnes, mais je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets quand même dans la catégorie honte. Parce que ouais, c'était une période compliquée, vraiment une période compliquée. Et j'ai même envie de dire, au-delà de la période amicale, il y a eu aussi un truc avec les garçons à cette époque-là qui avait été compliqué. J'ai été victime de beaucoup de rumeurs, de beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi une période de ma vie que je mets facilement sous clé et que je vais pas revisiter tous les matins, quoi. Bon, je pense que vous comprendrez. Mais des choses, je pense, qui prennent naissance à cet endroit-là et que ce serait intéressant d'aller regarder avec la bonne oreille, évidemment. Donc, je suis accompagnée par une thérapeute et je peux vous dire qu'il y a des choses qui ressortent au fur et à mesure sur des sujets dont on ne se douterait pas. Voilà. Donc, voilà pour ces questions perso. Ensuite, on me demande au niveau perso,
Quelle est ta couleur préférée, ton plat, dessert préféré, tes passions et comment as-tu rencontré ton copain? Alors, comment j'ai rencontré mon copain? Donc ça fait officiellement 6 ans qu'on est ensemble cet été, voilà. C'est ma relation la plus longue, ok. Donc c'est la personne avec laquelle j'ai passé le plus de temps dans ma vie sentimentale. On vit ensemble depuis 4 ans, voilà. Ouais, 4 ans, ouais, c'est ça. Comment je l'ai rencontré sur Tinder? Ah, mais sur Tinder, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Application de rencontre directe. Moi, faut savoir une chose, c'est que dans le domaine sentimental, j'ai toujours été très maladroite, enfin très gênée et c'était vraiment compliqué pour moi. Et ce qui m'a vraiment aidée en fait à m'ouvrir à la gente masculine parce que je suis hétérosexuelle, et ben en fait ça a été de passer par les applications de rencontre, mais ça me permettait de me protéger un petit peu enfin ça me permettait de me protéger et surtout parce que c'était après ma période de voyage en fait. Après mes voyages, j'étais beaucoup plus ouverte aux gens en général, pas que dans la sphère couple ou sentimentale, amoureuse et tout ça, mais vraiment même dans les autres sphères en fait. Ça a été transformateur pour moi. Je suis vraiment devenue une autre personne. En tout cas, je me suis révélée en fait. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les gens, beaucoup plus à l'aise à sociabiliser, beaucoup plus à l'aise à partager, parce que en fait, le voyage, quand tu pars solo, tu n'as pas le choix. Ça te met face au fait. Tu es obligé d'aller demander une information à cette personne. Même si tu mets 20 minutes à te mindsetter l'esprit, à te auto-convaincre que tu peux le faire, que tu vas y arriver, tu es obligé en fait. Tu es obligé d'avoir l'info. Donc, le fait d'être face au mur, ça m'a permis vraiment de pouvoir, là encore, me sortir de ma coquille. Et c'est en ça que le voyage a aussi pu aider. Donc, on s'est rencontrés sur Tinder, voilà. Au début, je me souviens, lui-même, il avait du mal à dire ça. Donc, on disait qu'on s'était rencontrés dans un centre commercial ou à la salle de sport. Ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'en soi, notre premier date était dans un centre commercial, ok. Et que le deuxième, on est parti directement s'entraîner à la salle de sport. Donc, très vite, dès le deuxième rendez-vous, il n'y avait plus de maquillage, il n'y avait plus rien. C'était la transpiration directe, jogging, basket, ça part. Donc voilà, j'ai envie de dire ça. Et puis surtout pour moi, c'était super dur de faire des rencontres. Franchement, faire des rencontres, c'était chaud. Même si j'étais plus sociable, etc., c'était compliqué. Moi, j'ai jamais réussi à rencontrer qui que ce soit en dehors des applications de rencontre. Donc moi, je remercie les apps d'avoir été là. Même si je sais qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, malheureusement. Mais c'est possible d'avoir de belles histoires avec des personnes qu'on peut rencontrer dans ce cadre-là. Donc voilà, j'ai envie de redorer un peu les apps parce que c'est vrai que j'entends des choses, des fois je me dis, bon, ok, d'accord, les gens c'est compliqué, mais quand même, il peut y avoir des belles choses. Couleur préférée, ah là là, si aujourd'hui je dois en choisir une, parce qu'il y a couleur préférée parce que tu peux la porter, elle te va le mieux. Il y a couleur préf en mode, si tu recherches, je sais pas, un truc, tu vas toujours aller vers elle. Plusieurs couleurs préférées. Bon, allez, je vais essayer de jouer le jeu. Couleur préférée, non, je vais mettre des catégories, ok, je vais mettre des catégories, c'est ma FAQ, je vais mettre des catégories, d'accord. Donc, on va dire couleur préférée que je porte le plus, bien plus que je ne le pensais, et que j'aime beaucoup porter, bien c'est le rose, figurez-vous. J'adore porter du rose, vraiment, je kiffe porter du rose, je kiffe mettre du rose, etc. Je suis souvent habillée tout de rose chez moi, faut le savoir, notamment en pyjama, notamment. Je sors aussi avec des trucs roses, mais j'ai juste un peu moins de fringues roses, machin, mais le pyjama compte beaucoup. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant dans l'affirmation de soi. Voilà, tu t'affirmes avec un super pyjama qui te correspond, et là, franchement, on sait qui tu es avec ton pyjama. Bref. Ensuite, je dirais qu'en termes de couleurs que j'aime beaucoup quand même porter, c'est le jaune, même si j'ai que genre 2 pièces jaunes dans mon armoire, voilà. Pendant un moment, c'était le violet en couleur préf, mais j'ai un petit peu changé, et je dirais, voilà... Donc le jaune, le rose et le orange, voilà, c'est des couleurs vraiment que j'adore particulièrement. Plat, dessert préféré, le mi-cuit au chocolat. Vraiment le fondant, le mi-cuit au chocolat. À chaque fois, je veux changer, ouais, machin, vas-y, change, prends autre chose. Je retourne toujours vers un mi-cuit. Je finis. Je deviendrai un mi-cuit plus tard. Ça, je le sais. C'est, voilà. Et plat préféré, c'est compliqué. J'aime tellement la nourriture. Vraiment, plat préf. Franchement, plat préf. J'en mangerai pas tous les jours parce que sinon, je ferai plus grand-chose de mes journées. Mais vraiment, une bonne pizza 4 fromages, 5 fromages, 6 fromages, je pourrais mourir pour ça. Voilà, mes passions. J'aime pas cette question. non, je plaisante. Le sport. Franchement, je dirais aujourd'hui que franchement, s'il y a un truc que je fais au-delà de bosser, etc., que je fais le plus et qui se voit dans mon quotidien, donc pas juste une passion dans ma tête, mais que j'ai pas le temps de mettre en place, un truc que je mets vraiment en place, c'est le sport. Je fais quand même beaucoup de sport et le sport est là dans ma vie depuis
ouais, bah, depuis un certain temps, hein, j'ai commencé vraiment avec le sport qui est devenu quelque chose qui me plaisait, je veux dire, hein, parce que le sport que tu te fais parce qu'il faut te punir, voilà. Mais le sport qui me plaisait, je pense que ouais, c'est arrivé dans ma vie quand j'ai découvert la muscu. J'ai ouais, peut-être, je dirais 2018, hein. Ouais, 2018. 2018, c'est vraiment le truc que je continue de faire en fait, que différents sports, différentes choses, etc. Mais je dirais le sport au général. Et j'adore par exemple regarder des athlètes, etc. Enfin, je trouve ça ouf. Donc là, dans la période des JO, j'adore regarder les JO et tout. Enfin, je trouve ça dingue et ça m'impressionne à chaque fois. Je pense que derrière, c'est les valeurs qui sont véhiculées à travers le sport qui me plaisent énormément. Voilà pour ça. Donc ensuite, ça c'est des questions pro, ok. Est-ce que j'ai encore des questions perso? Ensuite, une autre question. Hello, comment tu définirais ta relation avec ta famille, parents, frères et sœurs durant ton adolescence? Et qu'est-ce qui pour toi a changé au fil des années? Est-ce que tu rencontrais certaines difficultés plus jeunes ou même des facilités sur certains plans de ton quotidien? Ouais, super question. Comment tu définirais ta relation avec ta famille, parents, frères et sœurs durant ton adolescence? Pendant mon adolescence, c'est vraiment une période à la fois où j'ai des souvenirs, à la fois j'ai l'impression vraiment que mon cerveau me joue des tours avec une mémoire extrêmement sélective. Voilà, mais sur la période heureusement que tu me demandes l'adolescence parce que l'enfance, je pourrais pas te dire trop. Franchement, je sais pas trop. Par contre, adolescence, avec mes parents, ce que je retiens quand même, c'était relations conflictuelles. Conflictuelles et d'un côté hyper posées en fait. C'est-à-dire que comme moi, j'étais une bonne élève, je travaillais super bien à l'école, j'avais jamais de problème à ce niveau-là. Je pense que mes parents m'ont un peu laissé tranquille, bien plus que ce que d'autres auraient pu par rapport à certaines choses. Donc l'adolescence, c'était une période quand même compliquée. Ça serait intéressant que je demande à ma mère d'ailleurs comment elle l'a vécu. Mais j'étais pas la nana posée que je parais là. En fait, j'étais très timide à cette époque-là. Et de l'autre, j'avais des comportements, voilà, comme j'étais dans une période, d'ado avec pas forcément les bonnes personnes aussi pour moi, ça a quand même eu des impacts sur la relation que j'ai eue avec mes parents à cette époque-là. Donc, j'ai envie de dire à la fois des moments hyper calmes, hyper de félicitations parce que je travaillais super bien et tout ça. Et de l'autre, au niveau perso, je faisais un peu n'importe quoi à cette période. Donc, c'était un peu, je pense, compliqué aussi. J'ai envie de dire, ouais, un peu il y avait une forme de dualité en fait entre les deux. Alors, relation avec mon frère. Donc, à cette époque-là, quand on était ado, j'avais un seul petit frère. On a 2 ans d'écart, donc je suis la plus âgée. Et à la période de l'adolescence, oh là là, c'est pas qu'on s'entendait pas, mais on n'était pas super proches en fait. On n'était pas super proches. On se chamaillait quand même beaucoup. Vraiment, avec mon frère, on se chamaillait quand même beaucoup. Et je le vois aujourd'hui parce que tu demandes comment ça a évolué, qu'est-ce qui a évolué pour toi au fil des années. En fait, moi j'ai pris beaucoup de recul et je pense que mon frère, quand il a eu 25 ans, j'ai vraiment senti une différence en fait dans notre relation qui s'est jouée. Et du coup, je l'ai trouvé à son tour un peu plus posé et un peu moins dans le reproche. C'était quelqu'un qui me reprochait beaucoup de choses. Et moi aussi, je lui reprochais aussi beaucoup de choses. Donc, on était très dans le reproche l'un et l'autre. Et du coup, ça a évolué. Aujourd'hui, on s'entend très bien. On a déjà fait du sport ensemble aussi. On se voit très souvent. Enfin, on se voit beaucoup plus souvent qu'avant. Ça fait 1 an qu'on se voit peut-être environ 1 à 2 fois par mois. Donc, on a trouvé un point d'accroche sur lequel se retrouver aussi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai une chouette relation avec mon petit frère. Et j'ai très envie de continuer à être dans cette relation, prendre plus de temps de qualité aussi avec lui. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. L'envie, le désir, le besoin est des deux côté, je pense. Donc ouais, je pense que lui m'a vu aussi évoluer autrement, notamment depuis que je suis entrepreneuse, je pense. Et moi aussi, je l'ai vu aussi autrement. Au lieu de le voir juste comme mon petit frère, je l'ai vu comme un adulte, en fait. Donc, je pense que le fait de se voir aussi comme des adultes, ça a vachement joué sur notre relation. Comment est-ce que ça a évolué au fil des années avec mes parents? Alors, avec ma maman, ça n'a été que en se rapprochant, en ce côté fusionnel. La preuve, aujourd'hui, on bosse ensemble. Voilà, donc j'ai toujours eu une relation où on pouvait tout dire. On pouvait vraiment se dire toutes les choses. Enfin, moi, je pouvais lui dire beaucoup de choses. Et ça, je suis très heureuse d'avoir eu ça, même s'il y a des endroits où elle a été dure, on va pas se mentir. Plus je grandissais et plus je pense qu'elle m'a vraiment apporté une maturité, enfin, elle m'a aidé à cultiver cette maturité en m'offrant un espace, en fait, constant de discussion. On pouvait refaire un peu le monde, je pouvais lui poser plein de questions. Quand je me questionnais autour de mon orientation professionnelle quand j'étais au lycée. Enfin voilà, je pense que ce qui a vraiment joué aussi, lié à mon histoire de vie, c'est quand mes parents ont divorcé. J'avais 17 ans, enfin j'allais sur mes 18 ans. Et à cette époque-là, du coup, quand mes parents ont divorcé, on est parti à Lyon s'installer avec ma mère, mon frère et ma chienne. Et du coup, ça a été aussi un gros changement en fait dans notre structure familiale, parce que forcément la structure familiale a complètement changé à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est vachement plus se rapproché avec ma maman, même un petit peu avant, les années un petit peu avant que mes parents divorcent.
Il y a vraiment eu c'est beaucoup plus rapproché. Et je pense qu'il y a eu un shift aussi, c'est quand je lui ai donné la permission, en fait, je lui ai demandé de l'aide, en fait. Je lui ai demandé de l'aide pour me sortir de difficultés dans lesquelles j'étais au niveau amical notamment, à la fin des années collège. Et quand j'allais rentrer au lycée, il y a eu vraiment un vrai changement où avant je la mettais vachement à distance. Et là, du coup, je suis partie lui demander de l'aide, en fait. Et depuis, je pense que ça a vraiment fait la différence. Et avec mon père, comment je la définirais? Franchement, quand j'étais ado, j'ai envie de dire conflictuelle. J'ai quand même envie de dire conflictuelle. Moi, c'est vrai que l'image que j'avais de mon papa quand j'étais ado, c'était l'impulsivité, la colère, c'était beaucoup de choses comme ça. J'avais un peu peur aussi. Peur qu'il se mette en colère tout le temps et tout. Et en fait, là aussi, ça a changé, alors en bien comme en moins bien. Aujourd'hui, j'ai des répercussions de ça forcément, mais quand mes parents ont divorcé, j'ai été vachement plus, je sais pas, j'ai soutenu un peu plus mon papa aussi. J'ai pu être là, je pense. Je pense que j'ai joué quand même un rôle dans le fait de lui permettre de se reconstruire aussi. Donc voilà, ça m'a fait vraiment grandir en maturité. Je l'ai vu aussi autrement, sur des points positifs et sur des points négatifs aussi. Aujourd'hui, j'ai encore des reproches, j'ai encore des choses, voilà. J'ai des conversations à avoir, évidemment, mais on verra un jour. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai une relation avec lui qui a beaucoup bougé aussi, parce que j'ai ensuite habité un peu plus aussi avec lui, et je me suis rendu compte qu'on n'était pas fait pour habiter ensemble. Enfin, je pense pas, honnêtement. Par contre, voilà, j'apprends à refaire un peu de place, j'apprends à renouer aussi un peu plus le contact et être moins dans l'amertume de certaines choses, ou d'être plus dans l'écoute aussi. Voilà, j'utilise beaucoup ma posture de coach, j'avoue. J'avoue que c'est une façon pour moi aussi de me protéger, de mettre aussi certaines choses un peu à distance. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, parce que du coup j'exprime pas certaines choses. Mais je dirais qu'aujourd'hui j'ai une relation qui est apaisée en fait avec mon papa. Genre ça me fait trop plaisir de l'avoir au téléphone, ça me fait plaisir qu'il me raconte ses trucs. Enfin voilà, ça me fait plaisir d'aller le voir. Voilà, mon père a refait sa vie, je m'entends très très bien avec ma belle-mère, avec mes deux autres petits frères qui sont mes demi-frères. Enfin voilà, j'ai eu la chance de voir grandir, d'être là à la naissance de mon premier demi-frère qui a eu 10 ans cette année. Et du coup j'ai une relation qui est aussi un peu plus proche avec lui qu'avec le tout dernier. Normal, j'étais moins là, j'étais pas là, j'habitais pas avec eux, mais voilà, ce sont vraiment des perles et ce sont les amours de ma vie aussi. Voilà, donc j'aspire, donc j'ai que des frères et j'aspire à avoir une relation avec mes deux tout petits frères proches. Voilà, c'est vraiment une relation à laquelle j'aspire, en mode ils savent qu'ils peuvent venir me parler en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de pouvoir créer. Donc ça se crée, ça demande des efforts, voilà. Est-ce que tu rencontrais certaines difficultés plus jeunes? Énormément de difficultés sur les sphères relationnelles. Moi c'était très compliqué, autant au niveau de l'école je m'en sortais bien, j'avais pas de difficultés ici, autant sur la partie amicale c'était chaud patate, j'arrivais pas à trouver ma place, j'avais jamais les bonnes amies, enfin je sais pas, compliqué l'amitié vraiment. Depuis la primaire, hein, c'était un sujet pour moi l'amitié. Même le rapport aux autres, c'était un sujet. Genre, je détestais les trucs de groupe et tout. C'était vraiment l'horreur pour moi. Je pleurais avant d'aller en centre aéré. Les colonies, je pleurais avant d'y aller. Après, j'étais contente d'y être allée, mais je pleurais quand même. C'était le stress absolu. Vraiment, j'étais anxieuse de ouf en fait par rapport aux gens et par rapport au côté rencontrer des inconnus, rencontrer des nouvelles personnes. J'étais vraiment pas bien du tout. Donc j'ai rencontré toutes ces difficultés et aujourd'hui, je pense les avoir quand même bien dépassées. J'ai toujours des moments où je suis pas bien, pas très à l'aise, mais c'est pas très à l'aise, tu vois, ça va durer pas longtemps. Après, je vais briser le truc et c'est bon, maintenant j'ai mes petites techniques qui me permettent de me sentir mieux en groupe, mais clairement, j'avais des difficultés au niveau social avec les gens quand j'étais plus jeune et j'étais plutôt du genre à me renfermer dans ma grotte, tu vois, et donc du coup à moins laisser passer aussi les gens parce que j'avais été énormément déçue, en fait, énormément déçue. Les amis qui partent du jour au lendemain sans te dire pourquoi, les gens où tu fais tout pour eux et puis en fait après ils te tournent le dos, enfin bon, des trucs un peu comme ça, pas cool. Donc ça m'a forgé, mais ça a été aussi compliqué. Ou même des facilités sur certains plans de ton quotidien. Donc effectivement, quand j'étais plus jeune, la partie vraiment école, pour moi c'était plutôt facile pour moi. Pas facile au sens de j'ai des talents, hein. C'était plus en mode j'étais une bosseuse en fait. J'étais une bosseuse à l'école, donc je savais ce que je voulais faire et ça je pense que c'est un truc qui m'a aidée, tu vois. J'avais une vision, je savais ce que je voulais faire en fait, je savais que je voulais aider les gens, je savais que je voulais aller dans un domaine lié à l'humain avant tout. Je savais ce que je voulais pas faire non plus. Donc très vite, j'ai voulu m'orienter vers la psy. Et puis en fait, finalement, j'ai dévié. Je suis allée en classe prépa aux écoles de commerce pour m'assurer d'avoir un diplôme qui me permettrait d'avoir des portes d'entrée. Je suis rentrée dans une prépa. J'ai fait 2 ans en prépa. Ensuite, j'ai fait une école de commerce pendant 5 ans, ce qui m'a aussi appris beaucoup de choses, ce qui m'a permis aussi d'avancer. Et aujourd'hui, je sais que, et ça, j'y reviendrai sur la partie pro, mais
je sais aujourd'hui que j'ai pas peur de me plonger dans l'entrepreneuriat parce que j'ai un diplôme qui fait que demain, j'ai ce privilège. Oui, demain, si j'ai besoin de trouver un job, je le trouve. Je me fais pas de soucis avec ça parce que j'ai le diplôme qui est aussi une porte d'entrée. Qu'on le veuille ou non, en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, facilité, je dirais ici, davantage sur ce plan-là plutôt que sur les autres plans plus jeunes. Voilà pour ça, ça me semble déjà pas mal là sur la partie vie perso. Je regarde s'il y a autre chose. Non, je pense que j'ai répondu à tout sur la partie vie perso. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de cette FAQ de l'été, spécial anniversary, spécial birthday, spécial 29 ans, spécial 29, years old, because voilà. Donc, on a parlé de vie perso, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Maintenant, on va passer à la vie pro. Vous m'avez posé là aussi plein de questions. J'adore qu'on pose des questions. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais vraiment, n'hésitez pas. Surtout si on voit que ça fonctionne, si on voit que du coup, vous êtes réceptif à ce genre de format, eh bien, on pourra imaginer le refaire également de temps en temps. Alors, let's go! Niveau pro, je suis super curieuse de savoir comment tu t'organises entre ta boîte et 2 missions de coach pour Lingen et Né pour Impacter, si je me trompe pas. Et j'ai un doute sur une mission avec Eric aussi. Comment tu fais concrètement dans ta semaine pour tout gérer de front sans perdre la boule? Excellente question, ma cop, excellente question. Déjà, t'acceptes que des fois, tu risques de perdre la boule, déjà, donc ça, c'est un truc que vraiment, enfin, je me suis rendu compte, c'est sur le terrain, quoi. Sur le terrain, tu te rends compte que, ok, bah, il y a des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Des fois, tu as des projets qui s'entremêlent, des fois, il y a tout ça, et en fait, tu peux pas tout gérer tout le temps, et des fois, tu vas te planter. Donc, moi, ça a été déjà un truc, c'est une leçon que j'apprends aussi, hein, d'être sur plusieurs fronts en même temps. Donc, peut-être que pour récapituler, pour celles et ceux qui me connaissent pas encore assez ou qui savent pas du tout qu'on parle. Donc, moi, j'ai ma boîte que j'ai créée depuis 3 ans, voilà, dans le coaching de vie. Donc, j'accompagne depuis 3 ans en individuel et en groupe par le biais de différents formats voilà, d'accompagnement autour de l'affirmation de soi. Et à côté de ça, j'ai décidé également d'avoir un autre pan de mon activité où j'étais plutôt coach business. Donc autour des entrepreneurs qui soit sont déjà en activité, soit sont en train de se lancer. Et ça, du coup, c'est une mission que j'exerce en ayant des contrats prestataires et du coup d'autres entrepreneurs. Donc Coach en Mission, qui est du coup fondé par Lingencia, et Né pour Impacter, qui est fondé par Aurélie Gauthier. Donc, comment je m'organise? Je suis une psychopathe de l'organisation et de mon agenda, en fait. La chose qui m'a permis déjà de comprendre, en fait, la façon dont j'ai fait les choses, si tu veux, c'est que quand j'ai pris ces missions, elles sont pas venues en même temps. Si tu veux, pour Lingen, je travaille depuis 2 ans maintenant, ou 1 an et demi, 2 ans, peut-être 2 ans maintenant déjà, ça passe super vite. Et pour Né pour Impacter, je travaille depuis 6 mois dans cette entreprise-là. Donc déjà, c'est des fonctionnements de travail différents. Chez Né pour Impacter, du coup, je suis coach prestataire, donc en fait, c'est en fonction du nombre de coaching que j'ai, etc. Donc ça va fluctuer d'un mois à l'autre, d'une saison à l'autre. Et dans Coach en Mission, j'ai plutôt un contrat où en fait tous les mois j'ai un certain nombre de missions de choix effectuées et je peux être mobilisée pour d'autres missions aussi en fonction de l'activité, en fonction des besoins. Comment je m'organise? Eh ben, en fait déjà ce qui m'a poussée aussi à devenir coach prestataire pour d'autres, c'était plusieurs raisons. La première, pour être 100% honnête avec vous, ça a été une question financière. Ça a été une question financière de faire valoir certaines de mes compétences et c'est pour ça que je suis très reconnaissante de Lingen parce qu'il m'a donné aussi ma chance en tant que coach business. J'avais déjà montré 2-3 trucs. Il m'a dit, je pense que tu as un truc là-dedans, franchement, ça devrait, enfin voilà, tu devrais l'exploiter, etc. Et donc du coup, je l'ai exploité d'abord avec lui. Et en fait, j'y ai pris goût, effectivement, j'ai commencé vraiment à apprécier. À côté de ça, j'avais déjà en fait une cliente que j'accompagnais d'abord sur le coaching de vie, puis ensuite sur la partie business, voilà, développer son activité. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que en fait, la deuxième opportunité s'est présentée à moi avec Né pour Impacter. Mais si tu veux, déjà en fait chez Lingen aujourd'hui, hein, comment ça se passe, hein, il se peut que ça évolue évidemment, mais c'est que du coup je savais déjà à peu près quels étaient mes horaires et j'avais une idée, si tu veux, de quand est-ce que ça allait me prendre du temps dans mon organisation et dans mon agenda. Donc c'était déjà fixé. Je savais qu'il y avait des réunions d'équipe, je savais qu'il y avait des créneaux de coaching de groupe qui étaient déjà attribués, je savais que j'avais d'autres missions. Donc j'ai beaucoup été à tâtons, honnêtement. J'ai beaucoup été à tâtons. Il y a des moments ça marchait, des moments ça marchait moins, des moments j'étais à fond, des moments j'étais moins à fond. Donc j'ai dû apprendre en fait à moduler mon temps de travail et à vraiment comprendre quel allait être l'idéal pour moi. Je pense aujourd'hui avoir un peu plus de clarté quand même sur cet idéal-là et sur la meilleure façon de faire, mais je t'avoue que ça reste un défi hebdomadaire pour moi en fait. J'ai la main mise vraiment sur mon agenda et je barricade énormément mon agenda pour être sûre
d'avoir cette partie de contrôle-là. Parce qu'à partir du moment où tu as des clients qui peuvent prendre des rendez-vous dans ton agenda, dis-toi bien que tu as bien intérêt à ce que ça soit bien, du coup, dans les bonnes cases, aux bons endroits, et qu'à côté de ça, tu as une boîte à faire tourner, tu vois. Donc, j'ai dû apprendre à vraiment mettre des plages horaires, certains types de missions, et à barricader certaines autres choses. Quand je dis genre protéger, barricader, etc., hein, c'est empreint mon expérience. Moi, j'ai fait un épuisement professionnel pour surcharge de travail. Donc, en plus de ça, autant te dire que avoir la main mise sur mon temps de travail et être sûr qu'on ne peut pas se servir n'importe comment dans mon agenda, c'est quelque chose qui est vital pour moi. Pour ma santé mentale, c'est vital. Donc, j'ai décidé d'en faire un focus, tu vois. Pendant, ça l'est toujours. C'est toujours un focus pour moi. J'en blague toujours avec mes clientes en disant ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Donc, il faut le noter dans l'agenda. Et j'en blague toujours en disant que voilà, j'ai un peu une psychologie de mon agenda et je l'assume complètement. Bon, ça, c'est ses répercussions évidemment dans ma vie perso, évidemment, mais à un moment donné, on fait comme on peut. Bon, bref. Du coup, si tu veux, avec Linguette, ça s'est mis en place un peu comme ça et donc j'ai appris un peu sur le tas. Et quand il y a eu l'opportunité qui s'est présentée à moi pour travailler pour Né pour Impacter, là, par contre, ça a été un petit peu différent parce que le système était autre. Dans la mesure où du coup j'ai été recrutée pour du coup gérer des groupes de clients qui arrivaient au fur et à mesure et qu'à l'intérieur de ça il y a de l'individuel et il y a du groupe, donc ça demande beaucoup plus de disponibilité dans l'agenda. Du coup j'ai appris là encore aussi à déjà faire des concessions. Je savais qu'en acceptant la mission chez Né pour Impacter, j'allais plus pouvoir mettre autant de temps dans mon entreprise aussi, forcément. Donc j'ai dû apprendre à réagencer mon organisation et ma vision des choses dans mes accompagnements, dans mes coachings privés, dans mes coachings de groupe. En l'occurrence, j'ai dû apprendre à déléguer davantage certaines choses et c'est ce en quoi m'a permis aussi la mission Né pour Impacter. De vraiment apprendre à déléguer davantage et à changer encore une fois ma vision. Moi, j'ai toujours été dans ma boîte en mode oui, il faut que je sois partout, tout le temps là pour mes clientes, H24, etc. Et toi qui me poses la question, tu sais très bien. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je vois mes clientes dans les sessions de coaching, mais entre les sessions, j'ai accepté de me retirer en fait de cette partie-là parce que c'est pas l'endroit où elles ont le plus besoin de moi. Elles ont besoin de moi durant la session, elles ont besoin de moi au rendez-vous quand il s'agit de donner de l'énergie, d'apporter du coup les pistes qu'on a besoin d'apporter, etc. Besoin de moi du coup dans les coachings individuels, mais dans le entre-temps, en fait, ça a été d'accepter de faire plus de place déjà au groupe et pas que ce soit juste Mathilde et les coachés, mais plutôt les coachés entre elles. Et à côté de ça, du coup, forcément, je travaille aussi avec Céline. Et Céline, c'est elle qui, du coup, est positionnée au quotidien avec mes clients. Donc, ça a été vraiment un énorme shift, autant organisationnel que aussi état d'esprit, si tu veux. Et le plus dur à faire, il est au niveau de l'état d'esprit. Il n'est pas tant au niveau organisationnel. Une fois que l'état d'esprit, il a changé sur ta façon de voir le truc, ta façon de t'organiser, la façon de connaître tes priorités, la façon de savoir à quel endroit tu dois être à la juste place, où est ta juste place. Là, la partie organisationnelle, elle en découle et ça devient quelque chose de plus fluide, tu vois. Donc, ça a été ça. Et ça l'est encore. Je suis encore en train d'essayer de chercher. Il y a des périodes de vie où j'ai trouvé une organisation qui me correspondait, puis à un autre moment, ça change, tu vois. Là, je suis en train d'aller vers un autre fonctionnement au fur et à mesure où, en fait, je me rends vraiment compte que j'ai une limite, déjà, de nombre de sessions que je peux prendre par jour. Jusque maintenant, je pensais que je pouvais un peu tout mettre. Je commence à être fatiguée de mettre trop de choses. Donc, du coup, je dois faire attention à ça. Et du coup, c'est d'accepter de poser mes limites. Ah oui voilà où c'est compliqué, en fait, ma copse. C'est pas pour rien que je suis sur ces sujets-là d'affirmation de soi, n'est-ce pas? D'accepter de poser des limites et d'accepter de peut-être décevoir aussi, tu vois, de dire non, en fait, moi, les sessions, c'est telle heure à telle heure. Donc, si tu veux une session, je t'invite à t'organiser de ton côté et moi, je peux pas bouger. Donc, c'est aussi à ça que ça m'a permis, si tu veux, d'avoir d'autres contrats, à me forcer à poser un cadre et à poser des limites, tu vois. Là où j'ai envie d'aller, par exemple, en termes d'orga, j'ai envie de commencer à me dire, ok, l'après-midi, en fait, je suis fatiguée. L'après-midi, c'est un moment où j'ai plutôt envie d'être sur des tâches de fond et être moins, du coup, perturbée par des sessions, etc. Parce que quand je suis en session avec mes clients, j'adore, hein, c'est pas le sujet, il est pas là. Il est plus sur alterner des temps de concentration où tu es en session en visio et alterner des temps où là tu travailles de fond en fait, où tu parles avec personne. Et je reste aussi une introvertie, donc j'ai besoin aussi de temps où je suis pas en train de parler, où je suis pas en train d'écouter, où du coup j'avance dans mon coin un peu comme une geek, tu vois. Donc tout le challenge il est là, il est de trouver du coup ce juste milieu et par rapport à la saison de vie dans laquelle je me situe. Donc là je vais essayer par exemple à partir de la rentrée d'être plus en mode coaching que les matins, mais tous les jours de la semaine de laisser des plages dispo pour des coachings et pour des appels, et l'après-midi d'être uniquement sur du travail de fond au niveau d'entreprise. Donc voilà, j'essaye un petit peu, tu vois, de faire ça, et donc les répercussions, comme tu me le demandais si bien,
bah, ça a été de m'entourer. Ça a été de m'entourer aujourd'hui. Il y a Valérie, il y a Charlotte, il y a Céline. Enfin, du coup, ça a été de m'entourer et d'accepter aussi. Et ça, j'ai eu du mal à l'accepter. Je me souviens même, il y a 2-3 mois, j'étais encore en train de buter là-dessus. Et j'avais limite oublié, en fait, que j'avais plus qu'une seule boîte, en fait. Et que j'avais d'autres missions à côté. Donc, je ne pouvais juste pas mettre la même quantité d'énergie et de temps dans la même entreprise, en fait, tu vois. Donc, ça a été d'accepter que j'allais devoir faire des choix et mettre mon focus vraiment aux bons endroits. Voilà. Donc, voilà comment je fais et je me fais beaucoup coacher là-dessus. Voilà, et j'ai la chance d'avoir une super équipe du coup. La mission avec Eric, alors en fait, c'est plus ça, un deal qu'on a fait ensemble et effectivement, j'interviens dans son programme Happy CEO à hauteur de une fois en fait par groupe qu'il a pour du coup donner un atelier sur l'affirmation de soi. Voilà, mais c'est plus quelque chose de ponctuel en fonction des besoins. Donc si tu veux, ça me bloque juste 2 heures dans mon agenda une fois tous les 5 mois, quoi, un truc comme ça, 4-5 mois. Donc comment je fais concrètement dans ma semaine pour tout gérer de front sans perdre la boule? Donc je cale tout. Tout est écrit dans mon agenda, je bloque tout. Je pars du principe que je suis pas disponible en fait. Voilà. Là où avant je partais du principe que c'est bon, je vais m'arranger et tout ça. Maintenant je m'arrange plus en fait. Vraiment je me force dans ma tête à me dire tu t'arranges pas en fait, t'as pas de place, t'as pas de dispo. Et ensuite là par contre je peux réouvrir certaines choses, je peux desserrer un peu la vis, mais je suis dure envers moi avec ça. Parce que j'ai un biais là-dessus de fait plaisir. Et le biais du fait plaisir, il est en train de me dire constamment ouais mais ça passe, t'inquiète, machin, puis on veut pas décevoir, on veut quand même plaire, on veut machin. Et du coup, comme j'ai ce biais-là, je suis encore plus dure sur ma vis à mon niveau. Mais ça, c'est dans ma relation avec moi-même, si tu veux. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais. Et donc du coup, je cadre tous les trucs que je peux cadrer. Donc oui, ça peut paraître un peu psychorigide, hein, bien sûr. Hein. On m'a déjà dit que j'étais obsessionnelle du contrôle. Hein. Mais j'ai envie de dire, bah oui, ok. En attendant, les gens sont pas dans ma vie. Donc en fait, tant que t'es pas dans mon quotidien, tu portes un jugement, mais le jour où tu devras gérer tout ce que je fais, bon bah là ok, on reparlera de la question de l'obsession. Voilà, donc c'est un petit peu comment je fais. J'espère que ça répondra à ta question, ma copse. Ensuite, coucou Mathilde, au niveau pro, comment as-tu réussi à déléguer et travailler en équipe? Ah, la question de la délégation et du travail en équipe. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. En fait, moi, j'ai passé mon temps, depuis que je suis entrepreneur, à dire que je suis débordée. Vraiment. Je sais pas combien de fois j'ai dû bassiner ce truc-là. Je suis débordée, j'ai plein de trucs, je suis sous l'eau. Alors qu'à une époque, je disais ça. Aujourd'hui, quand je vois ce que je fais, je me dis, mais c'était pas vrai, j'étais pas sous l'eau. Mais comme j'ai fait un burn-out, j'ai une conception du débordement et du mode sous l'eau qui est biaisée, en fait. J'ai compris un truc, il y a quelques temps maintenant, il y a quand même quelques années, que en fait, j'avais une forme de déréglage à propos de ça. Et donc, j'étais constamment dans l'hypervigilance, en fait. Donc, dès que j'ai l'impression, en gros, que j'ai un truc en plus qui arrive ou que j'ai un truc qui arrive dans mon agenda qui n'était pas prévu, tout de suite, ça alerte tout le système d'alarme, un peu comme dans vice versa, tu vois. Ça appuie sur le bouton, c'est la panique à bord, etc., tu vois. Et le fait d'avoir compris ça, ça m'a aidé aussi à prendre un peu de hauteur sur ok, attends, tu te sens débordé. Et dire je me sens débordé, je me sens submergé, c'est pas la même chose que factuellement, est-ce que je suis débordée, en fait? Et ça veut dire quoi factuellement, tu vois? Donc j'ai fait la différence entre les deux, ce qui a été assez long pour moi de me rendre compte de ça. Et comment j'ai réussi à faire? Bah franchement, j'ai attendu, j'ai à la fois attendu et à la fois c'est venu après d'un coup. En fait, je me suis faite aussi accompagner, hein, j'avoue, à cette période-là où j'étais convaincue que à la fois je pouvais faire encore tout toute seule et à la fois j'avais pas d'argent pour déléguer. Tu vois, moi c'était vraiment le plus gros blocage. Je disais mais j'ai pas de sous pour déléguer, nanana. Et en fait, j'ai accepté à commencer à déléguer en payant pas les gens déjà, et je l'assume complètement. Bah oui, en fait, à un moment donné, il faut être aussi factuel, c'est-à-dire que tu peux pas faire comme t'aimerais en fait tout le temps. Oui, t'aimerais salarier des gens, t'aimerais mettre des gens à temps plein et tout ça, mais juste tu ne peux juste pas financièrement. C'est un coût en fait. Ça reste un coût, même si c'est un investissement et tout ça. Et aujourd'hui, je suis la première à le dire. Heureusement que les petits sont là, tu vois. Mais ça reste un investissement. Et donc du coup, en fait, si t'as pas les sous, t'as pas les sous. Tu vois, je suis pas en train de prôner le fait qu'il faut pas payer les gens, mais je dis juste que au début, quand j'ai commencé à déléguer, j'ai accepté que ça allait être une option. Là, au début, j'étais complètement figée, bloquée, en me disant, bah non, en fait, les gens, il faut payer les gens, et donc du coup, ça va coûter tant, tu vois. Et en fait, ça s'est fait de façon assez douce, finalement. C'est là où je pense sincèrement, quand on te dit le pouvoir de tes croyances et tout ça, ça a vraiment un impact. Ce que tu crois va avoir un impact sur ce qui va s'ouvrir aussi à toi en termes d'opportunités. Dire que quand j'ai fait ce shift-là, de comprendre en fait que je pouvais déléguer finalement différemment et sans tout de suite salarier quelqu'un, je le fais en gros, mais c'était quand même un petit peu ça, et que ça allait m'apporter beaucoup plus d'avantages et que derrière ma peur là de
mettre de l'argent en fait, et plutôt faire confiance aux bonnes personnes. J'avais beaucoup de méfiance aussi, j'avais peur en fait, j'avais peur de déléguer, d'être sûre de... Puis moi j'étais très dans le... Je veux être sûre d'être une bonne manager en fait, tu vois, je veux être sûre du coup que ça se passe bien pour les personnes, donc il faut que tout soit parfait avant qu'elles arrivent, tu vois, il faut qu'il y ait des process parfaits, il faut qu'il y ait tout parfait, donc du coup je me bloquais énormément. Et mon premier pas pour déléguer, ça a été du coup en bossant un peu plus avec ma mère. Elle est venue du coup m'aider sur 2-3 trucs, genre mettre en ligne un podcast, mettre en ligne une vidéo YouTube, et vu que c'est la seule personne en qui j'avais une confiance absolue, c'est comme ça du coup que j'ai appris en fait à commencer à faire. Et puis ensuite j'ai bossé un peu plus avec elle, donc elle a fait des ateliers avec moi, tu vois, il y a eu un peu plus de choses comme ça, donc j'ai commencé à apprendre à travailler avec quelqu'un d'autre. Et ensuite je pense que tout ça a fait son bout de chemin, et j'ai été du coup confrontée, enfin j'ai eu 2 opportunités qui sont ouvertes à moi tout simplement, et du coup Charlotte qui est dans l'équipe aujourd'hui depuis 1 an et demi, qui m'a contactée, et en fait elle m'a contactée et j'avais rendu un service pour autre chose, bref. Et du coup à ce moment là je me suis dit ok, vas-y on va tester, on va voir. Ok, elle m'a offert 2 heures de consultation, j'ai fait ok, et en fait je me suis dit en fait ouais, ça me plaît bien, j'ai envie d'essayer. Et entre temps il y a eu les deux en même temps, mais Céline aussi est arrivée aussi dans l'équipe et tout, et donc du coup voilà, donc j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de changements d'état d'esprit. J'ai arrêté de me dire que ça allait me coûter énormément d'argent, que j'allais être sous les ponts si je déléguais. J'ai accepté que j'allais pas payer très cher les gens au début, que ça allait se faire au fur et à mesure, et que je devais laisser les autres décider s'ils avaient envie de bosser pour moi ou pas, comme ça, voilà. Et j'ai aussi travaillé sur la question de la confiance, en d'abord travaillant avec ma maman, tu vois. Ça m'a énormément en fait aidé à me dire ok. Et pareil, déléguer, c'était en mode d'abord je vais juste déléguer juste ce petit truc là en fait, cette petite mission. Obligée de déléguer un pôle entier, genre une responsabilité entière. Et c'était vraiment d'y aller en mode progressif. Voilà. Et travailler en équipe, ouais, alors travailler en équipe, c'est encore différent. Quand on est dans ma situation, au début, c'est pas forcément une équipe que t'as. Tu vois, dans la mesure où, pour moi, je fais la différence entre une équipe et différents prestataires que tu peux avoir. Ouais, c'est toujours été un souhait, en fait, de travailler en équipe. J'ai détesté travailler en équipe dans mes années d'école parce que, en fait, les gens foutaient rien, tout simplement. Jamais le même niveau d'engagement, t'es toujours celle qui finit les trucs, machin, bref, rare de trouver des bons coéquipiers. Puis ensuite, moi me suis toujours dit par contre que si je délègue et tout ça, j'ai vraiment envie d'avoir une team en fait, une team, une équipe. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'entends, tu vois, qui sont beaucoup plus avancés et tout. Alors ça se trouve, je changerai d'avis plus tard, on verra, mais qui disent oui, moi je déteste travailler, finalement je déteste manager, j'aime pas trop le rôle de CEO et tout ça, et être vraiment voilà, celui qui manage et tout ça. Moi j'ai toujours aimé manager. Franchement, le management, je trouve que c'est un métier formidable, mais c'est un métier qui s'apprend en fait. C'est pas n'importe qui peut manager des gens. Et manager, coordonner, s'assurer que la personne est au bon poste, qu'elle est au bon endroit et tout ça. Enfin, moi j'ai baigné dans le fait de vouloir être RH à un moment donné, de travailler dans ces domaines-là. Et en fait, le fait d'être à mon propre compte, c'est l'opportunité aussi que j'ai pour pouvoir vraiment mettre en place ce que j'aimerais mettre en place. Je dois apprendre constamment à me dire que ça sera plus tard, et que pour le moment, il faut commencer petit et il faut se contenter de ça et se dire que c'est déjà très bien comme ça. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça, et au contraire, en fait, faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur taf et qu'il y ait une cohésion d'équipe, c'est vraiment un truc qui est cher pour moi, qui est important pour moi. Donc voilà, travailler en équipe, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une part, j'oserais dire qu'il n'y a pas une part un peu dîner non plus, ça s'apprend, mais je pense qu'il y a une petite fibre, tu vois, derrière, où moi j'aime ce côté-là, tu vois, c'est un truc que j'aime vraiment. Après, c'est différent de manager l'idée et faire vraiment un travail en équipe avec projet d'équipe, etc. Mais je pense que le côté un peu leader, c'est un truc que j'ai déjà développé, donc qui me sert, je pense, plutôt bien, et que j'ai envie du coup de pouvoir vraiment avoir le temps, l'espace, les sous qui permettront vraiment de le faire encore. Voilà pour ça, j'espère que ça répondra à tes questions. Alors, hello Mathilde, super ce cadeau que tu nous livres. Une question, comment as-tu vécu le lancement de ton entreprise, et comment as-tu passé ces moments de doute, de remise en question? Comment as-tu su te dynamiser et te renouveler? Comment rester focus sur la réussite de son entreprise? Ah là là, c'est une très belle question en plusieurs morceaux évidemment. Alors, comment as-tu vécu le lancement de ton entreprise? Donc moi j'ai fait un épuisement pro, et à ce moment-là j'avais aucune envie de lancer une boîte moi. J'avais pas forcément envie de lancer une boîte. Je savais que je voulais être coach, je savais que c'était un métier qui m'apportait, je savais que je voulais aller vers la psychologie, vers le coaching et tout ça. La boîte dans laquelle je bossais avant, du coup, c'était une boîte qui œuvrait au bien-être des collaborateurs dans d'autres boîtes. Donc tu vois, j'étais plutôt au bon endroit, j'étais très heureuse moi. Dans la boîte dans laquelle j'étais avant, c'est juste qu'à un moment donné, ça n'a plus fité en fait avec la direction. Mais la boîte, ce qu'elle faisait, ce qu'elle transmettait, tu vois, c'était vraiment ce qui me plaisait de ouf. Et en fait, le burn-out, quand il est arrivé, la raison pour laquelle j'ai fait notamment un burn-out,
c'était la partie surengagement et surcharge de travail. Ce qui m'a beaucoup fait souffrir dans mon ancienne expérience professionnelle, c'était en fait de ne pas avoir les manettes. Et du coup, finalement, tu avais beau avoir des idées, tu avais beau avoir plein de trucs, bah en fait, fallait quand même t'adapter à ce que voulait la direction. Et je le comprends, tu vois, enfin, c'est normal, tu vois, c'est normal, tu vois. Aujourd'hui, je dirais pareil avec mon équipe, à un moment donné, non, on peut pas faire ce qu'on veut, en fait, quand tu bosses pour quelqu'un. Tu bosses pour quelqu'un, en fait. Donc, il y avait quand même cette partie-là, et ça commençait à être dérangeant pour moi parce que je sentais que c'était très chaud-froid, blanc-noir, tu vois, ça changeait beaucoup. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que pouvoir être libre de mes décisions et avoir l'autonomie et la responsabilité que je voulais, à laquelle j'aspirais, bah, que c'était très compliqué en fait dans un système salarial classique. Voilà, classique parce que bah, là c'est un truc comme ça, mais évidemment je dis pas que c'est pas du tout le cas et vraiment faut pas taper sur la tête du salariat. Hein. Je vois trop d'entrepreneurs qui sont là, ouais, le salariat. Non mais le salariat c'est la vie en fait. Mais vraiment, excusez-moi, l'entrepreneuriat n'a rien d'un Eldorado en fait. L'entrepreneuriat c'est tendu en fait les gars. Hein. C'est pas du tout en mode easy life machin. Oui ok, t'as plein d'avantages, bien sûr, mais c'est comme tout. T'as plein d'avantages dans l'entrepreneuriat, tout comme t'as plein de problèmes dans l'entrepreneuriat. T'as plein d'avantages dans le salariat, tout comme t'as plein de problèmes aussi dans le salariat. Ça va dépendre là encore de ce que tu recherches. Moi j'aime beaucoup dire choisis tes inconvénients. Et donc en fait, à la suite de ce burn-out là, je me suis du coup reposée, beaucoup reposée. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est plus arrivé en mode, d'ailleurs, je voulais pas être entrepreneur, moi je voulais être coach. Tu vois, donc je voyais vraiment déjà, je faisais la distinction. C'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, ok. Et lancer ma boîte de coaching, en fait, c'est être entrepreneur. D'accord. Tu vois, j'avais pas tout de suite fait la distinction, sachant que l'entrepreneuriat, moi, je jugeais de ouf. Hein. J'avais une mauvaise vision d'entrepreneuriat qui m'avait été construite avec l'école, tu vois, de commerce et tout ça. Et moi, j'étais vachement en mode l'entrepreneuriat, c'est de la merde. Hein. Vraiment. Ah. Donc ne dites jamais, hein, n'est-ce pas? Donc j'avais pas du tout cette vocation en fait moi de lancer une entreprise. Je voulais juste faire le métier que j'aimais faire. Et mon kiff, tu vois, ça aurait été même d'être salarié dans une boîte où je pouvais du coup être coach, tu vois. C'est finalement ce que fait aujourd'hui ma mère. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que je ne voulais pas retrouver un CDI. Je ne voulais pas retourner dans une boîte et j'étais fatiguée à l'avance en fait de me réengager. Ça me dégoûtait d'avance en fait, tu vois. Je pensais à me réengager et du coup de pas avoir les retours face à ce surengagement dans lequel je pouvais être. Et du coup, c'est plus ça qui m'a poussée à me dire, du coup, j'y vais pas, du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est plus arrivé comme un choix numéro 2, en dépit, si tu veux, de trouver ce à quoi j'aspirais dans le salariat. Et voilà, donc c'est ça, comme ça que ça s'est fait. Et du coup, comment je l'ai vécu, j'ai pas trop compris ce qui se passait tout de suite, tu vois. J'étais un peu en mode machine de guerre, tu vois. J'étais en mode, ok, d'accord. J'ai commencé à accompagner, à faire de l'aide aux devoirs, des trucs scolaires comme ça, à me renseigner sur comment être coach et tout ça, machin. Ok, coaching scolaire, j'ai avancé. J'avais commencé à construire mon projet, de lancer une boîte et tout ça. Mais c'est pas que je le faisais pas sérieusement, mais je sais pas, il y avait une part de moi qui se disait, franchement, j'ai rien à perdre, je tente. J'étais vraiment dans ce lâcher prise de, je suis là pour tenter en fait, et au pire je retrouve un job en fait, tu vois. Donc j'étais pas en mode ouais c'est le projet de ma vie, tout ça, non, tu vois, j'avais pas cette pression là. Qu'aujourd'hui peut-être que je me mets quand même plus, honnêtement. Je l'avais pas. Donc du coup je l'ai vécu ce lancement d'entreprise un peu comme on teste, on voit, on applique ce qu'on entend, on se fait accompagner. Je me suis très vite fait accompagner, tu vois, pour lancer ma boîte, vraiment, dans le coaching en plus de ça. J'ai appris beaucoup de choses à cet endroit-là et me forcer à passer à l'action et tout ça. Et j'ai tellement appliqué tous les trucs, ce qui fait que j'ai eu en fait le lancement d'une boîte qui a fonctionné très vite parce que j'ai osé mettre des sous sur la table, j'ai mouillé le maillot et parce que je pense que vraiment je suis passée à l'action comme jamais. Donc c'est ça aussi, je pense, qui a joué. Quand je compare aujourd'hui avec ce que je peux déjà voir des fois dans les entrepreneurs que j'accompagne. Donc je l'ai lancé un peu en mode ok, on y va, on voit et puis ok, je sais pas, ça faisait déjà 2 mois j'étais en activité, je me suis dit bon bah ok, allez, j'ai eu une première cliente, bon bah ok, je m'inscris sur le site de l'URSSAF, tu vois, mais ça s'est un peu présenté un peu comme ça à moi parce que j'ai bossé, mais un peu dans les backstage. Je sais pas si tu vas voir ce que je veux dire. Comment as-tu passé ces moments de doute, de remise en question? Alors j'ai commencé à me rendre compte déjà que j'étais entrepreneur quand j'ai eu ma première cliente, vraiment. Et là je me suis dit ah ouais, mes clientes hors coaching scolaire, parce qu'après je suis allée vers le coaching de vie, j'ai dépassé tous les blocages que je pouvais avoir. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur en fait. Et j'ai commencé à kiffer le fait d'être entrepreneur bien plus que coach d'ailleurs. Comment as-tu passé ces moments de doute, de remise en question? Ouais. Ah là là, le doute et les remises en question, ça fait partie du lot, ma belle. Franchement, ça fait partie du lot. Le truc, c'est que quand ça t'arrive les premières fois, tu comprends pas que ça va faire partie du lot.
et que en fait ça va revenir à chaque palier en fait, à chaque palier. Le doute, c'est quelque chose avec lequel tu apprends à vivre. Les remises en question aussi, c'est quelque chose avec lequel tu apprends à vivre, et je pense que c'est là où ça te forge énormément. Une des compétences clés qu'on apprend en fait à se forger dans la vie d'entrepreneur, c'est la résilience. La résilience, parce qu'en fait tu fais plein de... C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs aussi, parce qu'il y a ce côté de tu lances quelque chose, tu pars d'une idée, tu lances quelque chose et tu vois si ça fonctionne, si ça prend ou pas. Et après, c'est comment tu vas te comporter suite à ce lancement de cette idée. Est-ce que tu es du genre, je doute, je me remets en question et j'arrête, j'abandonne? Ou est-ce que tu es du genre, ok, je pensais que ça allait marcher, ok, ça fait chier, ok, d'accord, et je recommence autre chose. Et j'ai un esprit analytique de, là, ça n'a pas fonctionné comme j'aimerais, ok. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'y vais, l'adulte aux commandes. Je commence à regarder, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je pourrais faire différent? Etc. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai moins vu? Qu'est-ce qui a marché? Et là, je recommence en fait. Et je pense que sincèrement, ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils s'arrêtent au moment justement où ce doute arrive. Ils s'arrêtent là. Et ils se font piéger à cet endroit-là. Et ils n'arrivent pas à sortir de ce truc-là. Mais moi, comment j'ai traversé ça, ça a été en fait de me dire, mais en fait, pourquoi je suis là est trop fort en fait. C'est trop fort. C'est-à-dire que le doute a qu'à venir. La remise en question, je pense que ma mère m'a toujours dit qu'une des qualités que j'ai eues et que j'ai développées très très vite, c'était la remise en question. Une capacité à me remettre en question. Quand j'avais une mauvaise note à l'école, j'étais en mode ok, pourquoi, machin, et toujours je me remettais en question tout le temps. Et je pense que c'est ça, là, d'apprendre à te remettre en question. Vraiment. C'est-à-dire que même quand un truc fonctionne, aujourd'hui, je me remets en question. Quand même, ouais, ok, ça a marché et tout ça, j'essaie de décortiquer en fait. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui dépend de moi qui a marché, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi qui a marché, tu vois. Et d'être toujours dans ce questionnement, mais d'avoir une capacité à sortir de l'émotionnel en fait. Parce que quand t'es bloqué, moi je suis bien sûr qu'il y a des moments où je suis dans l'émotion par rapport à l'entreprise, c'est normal, c'est ma boîte, je l'ai créée toute pièce et tout ça. Mais j'agis pas avec l'émotionnel en fait. J'agis pas avec l'émotionnel, tu vois. J'agis avec la tête. J'agis pas avec, tu vois. Bien sûr qu'il y a des trucs que je fais avec le cœur et tout, mais quand c'est la merde, quand je me sens au fond du trou, quand je sens que c'est compliqué, en fait je rebondis. Mais pour rebondir, quelle action? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? À qui on demande de l'aide? Qu'est-ce qu'on oserait faire? Tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ose faire et que là on n'ose pas faire, tu vois. Un truc qui m'a beaucoup aidé du coup des fois, c'était justement de penser à ces personnes inspirantes et notamment à Brené Brown, et je me disais souvent, qu'est-ce que ferait Brené Brown dans cette situation? Et ça m'a toujours aidé à me dire, putain, elle oserait dire ça, elle oserait en parler, elle oserait et du coup ça me permettait, tu vois, de passer à l'acte et de me pousser un peu plus. Et au fur et à mesure des années, j'ai compris que ça faisait partie du chemin, le doute et les remises en question, que je pourrais jamais m'en séparer en fait. Et c'est bon en fait, c'est bien. C'est bien. Le doute, c'est bien parce que ça veut dire que tu te reposes pas sur tes acquis non plus. Ça veut dire que tu es capable de dire ok, voilà, je sais pas, mais j'y vais. Et c'est là la différence. Il y en a qui disent je sais pas, donc ils restent là. Non, à partir du moment où tu deviens statique dans l'entrepreneuriat, tu es en train de perdre un truc en fait. C'est je ne sais pas, mais j'y vais quand même. J'essaye quand même en fait. Et j'arrive progressivement à me déconnecter, à décorréler le résultat de mon action et qui je suis en tant que personne. Moi, ça a été un truc énorme sur lequel j'ai dû travailler en fait. Je ne suis ni mes échecs ni mes réussites en fait. Aujourd'hui, je te dirais que je suis vraiment pas mes échecs, ça c'est sûr. Pas parce que j'échoue à un truc que du coup je me dis je suis nulle. Non, je suis pas nulle, c'est l'action qui a pas fonctionné, tu vois. Je suis plus là comme ça. Par contre, aujourd'hui, je suis quand même dans mes réussites. Clairement, quand je réussis, je me dis je suis trop forte, tu vois. Parce que ça m'aide, ça me booste tout simplement. Donc, mais au fur et à mesure d'arriver à se décorréler de ça, parce que quand t'es entrepreneur, tu te lances et en fait, tu fais corps comme ça avec ton domaine, avec ton métier. Et au fur et à mesure, t'apprends en fait à déconnecter un tout petit peu les deux, te rendre compte qu'il y a ta boîte et il y a toi. Et en fait, quelle que soit la boîte que tu lances, aujourd'hui, je suis convaincue que ma boîte, elle s'arrête demain. Je peux me relancer en fait, j'ai pas peur de me relancer. Ça va me faire chier, hein. Oui, mais j'ai pas peur parce que j'ai développé les capacités en termes d'état d'esprit qui me permettront de rebondir. Et face à l'échec, de jamais être tétanisé en fait. Jamais. Voilà, donc c'est ce que je te dirais, j'espère que ça t'inspirera. Comment as-tu su te dynamiser et te renouveler? Ouais, ça serait intéressant de savoir, tu vois, toi, qu'est-ce que tu vois sur ce point-là quand tu me vois, tu vois, parce que comment as-tu su te dynamiser et te renouveler? La passion, je pense la passion, la flamme, j'ai envie de faire quoi? Réfléchir à l'envie, je pense que c'est, tu vois, ça. Et se renouveler, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, moi j'ai même pas l'impression que je me suis vraiment renouvelée. Certainement, si tu le dis. Peut-être de me renouveler dans le fait, tu vois, de lancer de nouveaux programmes, de nouveaux accompagnements. Je pense que le plus gros danger, c'est quand on veut changer trop rapidement et qu'on laisse pas le temps à certaines idées de mûrir. Et on se dit, ah là, comme ça marche pas tout de suite comme j'aimerais, je vais changer. Et c'est là, je pense que c'est une erreur. Bien sûr qu'il faut faire preuve de lucidité sur un truc qui, si ça a fonctionné, pas fonctionné, notamment ça fonctionne pas.
Mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter l'idée en fait. Et trop souvent en fait on s'arrête alors que au début c'est normal que ton truc il prenne pas, tu vois. Au début c'est normal que ça prenne pas. J'ai envie de te prendre l'exemple du programme Affirme-toi comme une queen en toutes circonstances. Ce programme en fait il est dans ma tête déjà depuis un long moment en fait. Et la première fois que j'en ai parlé c'était lors d'une conférence, je faisais ça pour la première fois, tout ça, c'était au début d'année, pour la journée des droits des femmes. J'ai fait 0 vente, 0 accompagnement et tout ça machin. Ensuite j'ai continué machin, et j'étais tellement accrochée à cette idée, j'en ai reparlé dans le cadre d'un autre programme, dans un autre challenge que j'ai fait. Et là, j'ai fait des ventes, mais j'ai fait des ventes pour des coachings individuels. Toujours pas pour ce programme-là. Et je l'ai inclus du coup dans d'autres trucs. Bref. Pareil pour la tribu des cops. La tribu des cops, c'est un projet sur lequel on bossait depuis 1 an en fait, en interne. Et donc du coup, là on s'est dit ok, on y va et machin. Et en fait, on a mis des objectifs très hauts pour ce programme-là, pour ce produit-là. On n'est pas encore du tout aux objectifs qu'on a envie, tu vois. Mais c'est pas parce que ça prend pas tout de suite que ça veut dire que c'est pas bon, que ça veut dire que c'est pas une bonne idée. Et c'est ça que j'ai appris vraiment, tu vois, à aussi décorréler. Et donc du coup, Affirme-toi comme une queen. Aujourd'hui, cet accompagnement, il y a 10 femmes qui sont dedans. Parce que j'ai fait 3, 4, 5 tentatives. 3 grosses tentatives et 5 au total, je pense, sur des... j'en parle à droite, à gauche, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que je dis que se dynamiser, se renouveler, c'est aussi accepter qu'au début, ça va pas fonctionner comme t'aimerais, mais si tu y crois fort et que tu es résiliente et que tu continues, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Moi, je me suis toujours dit, mais c'est pas des inconnus qui vont me dire si en fait mon truc il vaut le coup ou pas, tu vois. Bon, évidemment, il y a des trucs, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a tout ça, enfin, ça c'est des trucs que tu viens valider avant ou pendant. Mais s'il y a tout ça, comment tu vas te battre autant pour ton idée et ton projet que tu te battrais pour tes enfants, par exemple, tu vois. Si c'était l'idée ou le projet de ton gosse, tu vois. Je sais pas, c'est un peu la dynamique dans laquelle moi je suis. Et pour le fait de changer d'accompagnement et tout ça, je pense que quand tu es entrepreneur, tes projets, ils suivent ton évolution aussi à toi et ils te suivent. Ils te suivent et c'est normal, en fait, je pense aussi d'évoluer et de changer. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, les accompagnements que je propose ressemblent peut-être un peu plus à la Mathilde qui est là, du coup, devant vous aujourd'hui. Et j'ai toujours été celle d'avant, il n'y a pas de problème. Hein. Je dis pas que tout est acheté, au contraire. Mais c'est de changer un petit peu pour y trouver toujours du plaisir dans ce que je fais. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que je te répondrai. Et comment rester focus sur la réussite de son entreprise? Franchement, j'ai un discours peut-être un peu ambivalent là-dessus. Je pense qu'il faut manger, dormir son entreprise, tu vois. Je sais, on est dans un monde où on parle d'aller slow, etc., de ralentir le repos, tout ça. Moi, je suis totalement alignée avec ça. Mais je pense qu'au début, quand tu montes une boîte, tu es obligé d'être Terminator sur ta boîte. Si t'es pas en mode Terminator, tu te retrouves avec des gens qui se lancent et qui, au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans, n'ont toujours pas les résultats qu'ils aimeraient. Quelle différence entre eux et des gens qui se lancent et qui, au bout de 6 mois, ont déjà des résultats? C'est pas une question c'est pas juste une question de contexte et tout ça, parce qu'évidemment, il y a ça qui joue. Oui, les privilèges de départ, oui, d'accord, ok, mais je pense sincèrement c'est la capacité à croire en son projet qui fait la différence et l'effort que je suis prête à mettre dedans en fait. Moi, focus sur la réussite de mon entreprise, déjà j'étais au pied du mur, c'est-à-dire que j'avais pas le choix. Il fallait que du coup je puisse payer mon loyer en fait. Donc j'avais ce côté de j'ai pas le choix. Et je le vois aujourd'hui beaucoup dans les entrepreneurs que je peux accompagner, certains qui ont cette dynamique de j'ai le choix, j'ai le temps, tout ça, n'ont pas la même implication, vont pas mettre les mêmes actions en place en termes de quantité là. Parce qu'au début, tu es obligé de faire beaucoup, de produire beaucoup pour avoir des fruits rapidement. Mais là encore, j'ai aussi envie de dire, ça dépend, c'est quoi la réussite de ta boîte pour toi en fait. Parce que d'une personne à l'autre, ça va changer. Il y en a pour qui réussir dans mon entreprise, en fait, ça va être synonyme de pouvoir finalement bosser 6 mois dans l'année et les autres 6 mois voyager avec ma famille, tu vois. Il y en a pour qui réussite, ça va être d'avoir un niveau de vie ultra confortable qui va leur permettre d'acheter la villa de leur rêve, tu vois. Il y en a pour qui réussite, ça va être de pouvoir payer tout un tas d'expériences de ouf et de pouvoir salarier ses parents, tu vois. Il y en a pour qui réussite, ça va être le fait d'avoir le minimum nécessaire pour vivre et de pouvoir au contraire par contre voyager partout dans le monde et bosser depuis juste son ordinateur et être en mode digital nomade. Donc ça veut dire quoi réussite pour toi? Et je t'inviterai vraiment à te demander à partir de quand je me dirais que là c'est bon, j'ai réussi. Parce que tant que ça c'est pas clair, ça va être compliqué. Tu vois, moi il y a un truc sur lequel je peux peut-être te partager un élément, c'est que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat du coup, j'avais quand même des obligations au niveau rémunération assez nettes dans la mesure où j'avais encore 1 an de chômage devant moi. Voilà. Donc déjà, j'en vois beaucoup des entrepreneurs qui se lancent, ils ont déjà plus qu'1 mois de chômage. Mais c'est pas au bout d'1 mois que ta boîte va cartonner. Enfin, je suis désolée, mais ça non quoi.
non, 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 non. Enfin, je parle de boîte quand tu travailles en ligne, hein, parce que j'ai plus une expertise ici, évidemment. Mais moi, j'avais un truc, c'est que j'ai un prêt étudiant que je dois encore rembourser jusqu'à fin 2026. Et ça a été pour moi le truc de Mathilde. De toute façon, tu as voulu être sur une autre voie que tous tes camarades d'école en disant que eux, voilà, ils ont décidé de mettre de côté peut-être leurs aspirations pro et le job de rêve pour d'abord avoir un job qui leur apporte beaucoup d'argent pour ensuite rembourser, tu vois, leur prêt étudiant facilement et ensuite se reconvertir peut-être. Moi, j'ai fait un autre choix. J'ai décidé d'abord bosser pour mon job de rêve. Mais ça a des répercussions. Les répercussions, tu vois, c'est que du coup, je ne me suis pas laissé le choix de la réussite de mon entreprise. Et là, pour moi, jusque fin 2026, réussir dans mon entreprise, ça veut dire pouvoir payer mon prêt étudiant sereinement et assurer les charges à la maison. C'est ça en fait. Pour le moment, c'est ça. Et pouvoir m'octroyer, bien sûr, et je suis toujours en perpétuelle recherche d'aller, là j'ai envie de m'octroyer un truc en plus, j'ai envie de pouvoir offrir des cadeaux à ma famille, tout ça, bien sûr, c'est là-dedans, tu vois, c'est là-dedans. Mais il y a une réalité économique. Et moi aujourd'hui, réussir ma boîte, c'est pouvoir justement me dire, en septembre 2026 ou fin 2026, j'ai pas eu besoin de prendre le job avec mon diplôme de l'ESCP, tu vois. J'ai pu me débrouiller sans ça. Et là, aujourd'hui, c'est ça mon premier niveau de réussite. Le deuxième niveau de réussite, ça sera de pouvoir me dire, ok, on peut partir 3 mois aux US, par exemple. Et là, on peut vivre notre meilleure vie aux US et pouvoir bosser un peu de là-bas, mais que ça soit fluide, tu vois, en termes de REM. Ou juste, ça peut être de me dire, voilà, tous les ans, avec mon chéri, on part 1 mois, 2 mois en vacances, tu vois. Ça va être ça. Réussite, pour moi, ça va être aussi aujourd'hui pouvoir me dire, ok, en fait, là, je vais payer un super week-end à mes parents. Voilà, ça va être d'emmener mes petits frères à Disney, à tous les trucs qu'ils ont envie de faire sans que l'argent soit jamais une difficulté dans ma vie. Et moi, la réussite, elle est là aujourd'hui. Ça va être de pouvoir me dire, ah tiens, là, j'ai envie d'acheter une connerie, un truc machin, oui, j'y vais et je me pose pas la question. Ça va être du coup d'avoir une femme de ménage ou un homme de ménage à la maison, d'avoir tous les trucs qui peuvent me faciliter la vie en fait. La réussite de ma boîte aujourd'hui, elle résonne ici. Tu vois. Ou alors d'avoir une boîte, c'est aussi ce vers quoi je suis en train d'aller, qui me permet d'avoir beaucoup plus de temps de vie perso pour construire en fait des projets au niveau perso, pour pouvoir voyager davantage, pour pouvoir me mettre dans certains hobbies, etc. et me lancer, enfin tu vois, et laisser plus de place à certaines autres choses dans ma vie. Donc là encore, j'ai envie de te dire, sois focus sur qu'est-ce que tu mets derrière la réussite et tu verras que là, il y aura certainement déjà des choses qui vont se retrouver. On en est où? Prendre encore peut-être une ou deux questions. Alors, on me demande pourquoi est-ce que tu as décidé de te focus sur le sujet de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, ça comprend plusieurs sous-thèmes, mais en fait, je pense que c'est l'endroit dans ma vie où j'ai le plus avancé. La question de l'affirmation de soi, et c'est aussi un enjeu du quotidien. S'affirmer, c'est pouvoir du coup affirmer sa personnalité et arrêter de faire tous les types de concessions et compromis qui nous font en fait finalement ne pas nous écouter nous. Moi, je le vois aussi un peu comme ça. Et j'ai toujours été challengée dans la relation à l'autre. Donc, pour moi, l'affirmation de soi, c'est la compétence dans le développement personnel qui permet de se confronter à l'autre, en fait. Qui permet de voir dans la relation avec l'autre, finalement, où est-ce que je me situe et comment je me sens. Là où l'estime de soi et la confiance en soi, que je trouve évidemment fondamentale et très importante, hein, c'est plus une dynamique très perso. Moi, j'aime bien le côté, oui, mais toi, dans un système, ça donne quoi? Oui, mais toi, avec des gens, ça donne quoi, en fait? Quand on te sort de ce truc de juste toi avec toi et que tu es dans le système dans lequel on vit, que tu es dans cette société de privilèges, que tu es du coup dans cette discussion inconfortable avec les gens, que tu es dans un cadre professionnel avec des gens que tu n'as pas choisi, que tu es dans une famille, que tu es avec des amis, tout ça, il reste quoi? Et je pense que c'est ça qui me challenge et que j'aime beaucoup, sur lequel travailler, parce qu'il y a une dimension de et l'autre en dit quoi en fait, l'autre en dit quoi de qui je suis et de ce que je renvoie. Donc c'est une dynamique perso mais qui est quand même directement en lien avec l'autre et qu'on a besoin des autres pour vivre. Pour moi ça faisait juste sens en fait d'aller aussi là-dessus. Quel a été ton plus grand défi professionnel en tant que coach et comment l'as-tu surmonté? Moi je vais donner celui-là, tiens, je crois que ça va rejoindre une autre question. On m'a posé beaucoup de questions sur comment j'ai développé mes compétences en coaching, quel est ton style de coaching et tout ça. On m'a demandé ça. Alors, je vais répondre un peu en un dans toutes ces questions-là. Je pense que mon plus grand défi, moi, ça a été la question de la légitimité du syndrome de l'imposteur qui s'est présenté à moi assez rapidement. J'ai pas fait de formation en tant que coach. Je suis pas allée dans une école de coaching. Toujours pas. La raison pour laquelle j'ai fait ce choix de ne pas le faire, ça a été parce que j'avais privilégié à ce moment-là, quitte à faire quelque chose pour vraiment apprendre en termes de compétences, je suis plutôt allée vers une licence en psychologie. Le truc, c'est que j'ai fait la première année, j'ai commencé la deuxième, j'ai jamais terminé la deuxième. J'ai tenté une deuxième fois, mais ma boîte, en fait, a pris le pas. C'est-à-dire que ma boîte a fonctionné, et donc à ces moments-là, j'arrivais plus du tout à gérer et l'entreprise et la fac de psycho à distance. Du coup, j'ai accepté de mettre entre parenthèses
parenthèse cette partie-là, que c'est un truc que je voulais faire déjà depuis que j'étais en terminale, hein, moi, la fac de psycho, pour prioriser d'abord l'entreprise. Et en fait, j'ai accepté que j'allais devoir me former sur certaines approches en fonction de là où j'allais en fait dans mon style d'accompagnement et des personnes avec qui j'avais envie de bosser, des sujets avec lesquels aussi j'avais envie de le plus bosser. Et je pense que mon plus grand défi, ça a été de m'autoriser à me dire que j'ai le droit de dire que je suis coach de vie si j'ai pas le diplôme de coach en France. Voilà, donc ça, je pense que ça a été un gros challenge pour moi. Mais au-delà de ça, ça a été d'affirmer le fait que je ne voulais pas le faire dans la mesure où je savais que le faire était seulement pour répondre à une injonction extérieure. Je parle beaucoup de moi, par contre, attention, hein, c'est chacun fait comme il veut ici et chacun prend ses responsabilités. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, je ferai peut-être pas les choses de la même façon. Peut-être que je ferai les choses un peu autrement. Mais j'ai pas fait d'école spécifique de coaching. Je me suis formée au coaching par différents autres biais, en fait. Par des plus petites formations sur des questions de type d'outils spécifiques, en me faisant aussi coacher, en ayant du coup aussi des séances tests, des choses comme ça qui m'ont permis aussi de voir, en m'assurant constamment de ne jamais faire de mal aux personnes et tout ça. Et je pense que j'avais une petite aptitude quand même. Il y a un truc déjà en moi, j'aime pas trop des fois, ça me gêne un peu de dire ça non plus, mais aujourd'hui j'ai un style de coaching qui est très intuitif quand même, je pense, et c'est le fait de ne pas être dans une case aussi qui m'aide beaucoup, parce que je pense que j'ai une intelligence émotionnelle et relationnelle vraiment plus élevée quand même, et qui me permet en fait de me faire confiance et de faire confiance aux indices que je perçois. Ça veut pas dire que des fois je me plante pas, évidemment, hein, mais on va dire que je pense que c'est plutôt ça qui me caractérise et ce qui fait que des fois ça peut être un peu, va y avoir de tout en fait dans mon style de coaching. C'est qu'il y a des moments où on va être très orienté sur l'action, des moments où on va être très orienté sur la délicatesse et sur le fait d'accueillir l'émotionnel, tu vois. Donc il faudrait demander à mes clientes, selon elles, c'est quoi mon style de coaching, surtout celles qui se sont déjà faites accompagner. Je serais ravie de vous entendre les filles, donc n'hésitez pas à me dire ça. Mais je pense que mon plus gros défi, il a été de me donner l'autorisation d'arriver dans la sphère du coaching de vie, de me dire que j'avais pas le diplôme et que je voulais pas le faire juste pour correspondre à une norme, parce que je savais que si je le faisais, c'était juste pour avoir un papier, et j'ai déjà fait un pré-étudiant pour un papier, il était hors de question de recommencer. Donc ça a été mon premier point, tu vois, là-dessus. Et je l'ai dépassé, en fait, en me formant sur d'autres points, en fait, là où je me sentais pas à l'aise, et puis en coachant. En coachant et en voyant les résultats chez mes clients. Et je pense que ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix en fait. Il n'y a pas de prix. Il y a plein de gens qui font des écoles pour qui ça marche très bien et qui sont après super compétents. Et il y en a d'autres pour qui, non, en fait, ils ne sont pas compétents non plus pour autant. Donc, il y a de tout. Par contre, je tape pas du tout sur la tête des écoles de coaching. Moi, je pense que c'est hyper important quand même de se former. On ne peut pas arriver comme ça juste avec son intuition, quoi. À un moment donné, c'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi différents types d'accompagnement sur les outils auprès de personnes, en particulier de confiance et tout ça. Maintenant, oui, je pense que c'est un métier qui mériterait d'être réglementé pour éviter les abus, hein, clairement. On verra à ce moment-là. En fait, je me suis toujours dit, je le ferai quand j'aurai envie de le faire, quand je sentirai que c'est un besoin de le faire. Voilà. Mais par exemple, là, je sais qu'à la rentrée, je vais aussi pas mal me former à l'approche systémique. Donc, du coup, je me forme à certaines approches au fur et à mesure du temps sur mon parcours. Mais ça a été un gros défi pour moi à surmonter parce que j'avais constamment peur en fait qu'on me demande et du coup où est-ce que tu étais certifié et qu'est-ce que machin. Et j'ai aujourd'hui même des clients encore qui le découvrent en mode ah bon t'as pas fait de... Ah bah j'aurais pas cru, tu vois. Donc voilà. Et j'ai aussi vu beaucoup d'entrepreneurs et coachs qui ont tellement fait d'écoles, tellement fait de trucs qui après quand ils étaient en séance avec des clients n'arrivaient même pas en fait à rester en phase avec le client et qui étaient tellement focus sur leur truc. Et de l'autre j'ai des exemples comme Valérie, ma mère, qui elle a eu besoin de passer par une école pour se sentir légitime et ça l'a énormément aidée parce qu'elle avait déjà sa patte aussi personnelle, elle avait déjà sa personnalité et il y a eu tout un shift à refaire une fois qu'elle a eu son diplôme de se dire ok mais en fait moi je veux accompagner comment et de revenir vers l'intuitif. Et je pense que finalement l'intuitif revient au fur et à mesure, mais pour ça dépend d'où on part. Voilà, donc je pense que c'est ça que je dirais. Autre question, elle dirait quoi la Mathilde d'il y a 3 ans si elle voyait où tu en es aujourd'hui? Franchement, je pense qu'elle dirait belle gosse. Elle dirait mais non, chapeau, belle gosse, bien joué. Elle voudrait me checker, tu vois. Je pense que c'est ça qu'elle ferait. Comment gères-tu le stress et les défis liés à ta carrière de coach de vie? J'apprends à vivre avec. Vraiment, franchement, j'ai pas envie de faire plus compliqué que ça. J'apprends à vivre avec. J'ai compris qu'il y en aurait tout le temps et je me fais épauler. Je suis extrêmement bien entourée. Et ça aussi, la solitude de l'entrepreneur, c'est un sujet. Il y a plein de gens qui sont pas du tout épaulés rien que par leur famille. C'est compliqué, très compliqué. Donc, être entouré, je dirais que c'est le truc le plus important.
entouré de façon bienveillante, évidemment, et de gens qui te soutiennent, avoir le soutien. Ça, je pense que c'est ce qui m'aide vraiment, vraiment à gérer le stress du quotidien et les défis d'entrepreneuriat. Peux-tu décrire une journée typique dans ta vie pro en tant que coach de vie? Ça, j'ai envie de te dire, let's go voir les vlogs qui ont lieu du coup sur la chaîne YouTube directement, parce que j'ai déjà fait pas mal de vlogs qui vont te permettre de voir un peu à quoi ça ressemble une journée typique. Quels sont tes objectifs professionnels à long terme? Question vaste, question vaste. Objectif pro à long terme, j'ai parlé un peu de la question de la réussite tout à l'heure, mais à long terme, moi j'ai envie de faire un TED Talk, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de faire des conférences, c'est vraiment ça, j'ai envie d'écrire un livre, plusieurs livres même, j'ai envie d'être publié, j'ai envie de... mais au-delà de ça, j'ai envie de créer une communauté énorme en fait, vraiment énorme et qui ne dépend plus que de moi et qui s'auto-alimente, qui s'auto-soutient et d'être plus l'image en fait d'un message. C'est ça en fait, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà. Peux-tu partager une situation perso où tu as dû travailler sur ta propre affirmation de soi? Bah ça c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Laquelle me vient là? On a déjà parlé pas mal dans le podcast Sans filtre, mais où j'ai dû travailler mon affirmation de soi. Bah, la première qui me vient, c'est quand même au niveau pro, hein, quand j'ai stoppé le job dans lequel j'étais. Honnêtement, ah ouais, ça m'a tellement demandé de m'affirmer de ouf. J'ai eu un avant-après en écrivant une lettre de 7 pages à mes chefs. Autant te dire une chose, j'avais jamais été jusque-là en fait pour dire ce que je pensais. Donc ouais, je pense que ça a été là en fait, et d'accepter de partir de ce job alors que franchement, j'aurais pu vraiment aller loin dans cette boîte. J'en suis convaincue. Donc d'avoir plutôt choisi ma liberté, mon indépendance ici et mes rêves. En tout cas, d'avoir choisi ma santé mentale et mes valeurs. Voilà, je pense que c'est plus ça. Là, j'ai dû vraiment m'affirmer. Et ça n'était pas simple, du coup. Tu travailles en partie de chez toi. Comment fais-tu pour séparer vie pro et vie perso? Ah, la lourde peine. La lourde peine. C'est compliqué, hein. Ah, c'est compliqué, surtout que ma vie pro, c'est un peu moi quand même, hein. J'ai envie de te dire, là, tu vois, c'est moi, c'est mes réseaux, c'est moi, enfin, c'est tout ça. Comment je fais pour séparer vie pro et vie perso en travaillant de chez moi? Bah, j'essaye de travailler un peu moins chez moi. C'est pas tout le temps évident, mais de travailler un peu plus en mode coworking, d'arriver à plus travailler à certains moments, tu vois, spécifiques. Et je vais dire aussi un truc, hein. J'ai un chéri qui m'aide énormément là-dessus. Je sais que si j'étais pas avec quelqu'un qui comprenait ce style de vie de l'entrepreneuriat et qui me soutenait pas autant qu'il me soutient, ça serait vraiment, vraiment compliqué. Vraiment, vraiment compliqué. Parce qu'il y a une grosse partie de mon temps que je ne passe pas à expliquer pourquoi je bosse 2 fois le week-end, pourquoi là je préfère faire ci, pourquoi là je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et il accepte énormément de choses. Donc voilà, je pense que ça c'est un point que je peux te partager. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu sur l'affirmation de soi? Faudrait demander à ma mère. Elle m'a donné tellement de conseils sur l'affirmation de soi. J'ai envie de dire celui-là, parce que c'est aussi un conseil que je donne moi-même beaucoup. C'est de privilégier toujours dire ce que tu penses au final, quelles que soient les répercussions. Et d'apprendre à dire ce que tu penses. Apprends à le dire. Le dis pas comme ça n'importe comment, ça s'apprend. Mais du coup, ouais, d'apprendre à dire ce que tu penses plutôt que de faire semblant, en fait. Oui, ça fait peur, mais vas-y quand même. Je pense que c'est ça vraiment le conseil qui m'a le plus aidé. T'auras toujours peur, mais de vivre sans regret en fait. Vraiment, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est mon avis. Ok, je regarde encore s'il n'y a pas une ou deux dernières questions auxquelles je peux répondre là. Quelle est ta plus grande réalisation personnelle dont tu es fière? Vu qu'on est dans la partie vie pro, je vais quand même l'orienter vie pro. C'est vie perso et vie pro en même temps. Bah franchement, c'est d'avoir monté mon entreprise. Franchement, je suis trop fière de moi les gars. Enfin, honnêtement, j'ai 29 ans aujourd'hui, j'ai ma boîte, je vise haut pour cette entreprise-là. J'ai une vision qui, je pense, était déjà assez claire, qui s'éclaircit au fur et à mesure. Et je pense que c'est au-delà de ça, c'est de travailler avec les bonnes personnes. Et j'englobe dans le travail, j'ai vraiment des clientes incroyables et qui en fait restent. Et ça, je sais que c'est une chance de ouf. Et je sais que c'est parce qu'il y a un match au niveau humain. Et ça, je suis hyper fière quoi. Vraiment, je suis hyper fière. J'ai aimé chacune des clientes avec lesquelles j'ai bossé, que ce soit pour du long terme, du court terme. Enfin, vraiment, ça a toujours été... Et de voir que les filles arrivent à se confier autant et à faire pleinement possession et confiance à l'espace de coaching qui est accordé. Enfin ouais, franchement, je suis super fière de ça. Ah si, allez, autre chose quand même que je peux te dire, c'est depuis l'année dernière, je vais voir mes grands-parents tous les mercredis après-midi. Et ça, je suis ultra fière parce que la santé, c'est compliqué, très compliqué même. Donc je suis très fière d'avoir réussi en fait à, là encore, faire un shift au niveau état d'esprit pour pouvoir prendre plus de temps pour la famille, qui est une valeur très importante à mes yeux. Ok, je pense que... Allez, dernière question pour clôturer, elle est pas mal. Qu'aimerais-tu que ta communauté sache sur toi que tu n'as pas encore partagé? J'aurais peut-être dû préparer cette question. Qu'est-ce que j'aimerais que vous sachiez sur moi? Bah, je pense que vous le savez déjà, mais je suis vraiment une grande sensible en fait. Je suis une grande sensible et je suis très nostalgique comme personne. Je pense beaucoup au passé, vraiment. Et je pense beaucoup aux gens que j'ai rencontrés dans le passé. Et j'ai peut-être
fait un petit truc. Des fois, il me prend d'avoir des envies de retrouver les gens du passé. Et du coup, je me retrouve à les stalker sur les réseaux, à chercher tout ça. Et je suis extrêmement frustrée quand je les trouve pas. Et il y a 2-3 personnes comme ça que j'ai essayé de chercher, jamais retrouvé. Et du coup, ouais, je suis une grande nostalgique du passé. Et je pense pas être rancunière. Mais par contre, j'oublie jamais. J'oublie jamais. Et ça, je pense que ça peut être un biais. À la fois, ça me permet d'être qui je suis. Mais de l'autre, j'oublie jamais. Et à la fois, c'est quelque chose de positif. Parce que pour les souvenirs positifs, c'est bien. Mais pour les souvenirs négatifs, c'est moins cool. Et du coup, je pense pas avoir une arme de revancharde ou enfin, pas revancharde, c'est pas le mot, mais vengeresse, etc. Je pense pas non plus être rancunière, mais par contre, dans ma tête, il y a un truc qui se déconnecte assez facilement à partir du moment où tu m'as fait du mal, en fait. Et du coup, c'est très compliqué pour moi de faire confiance quand j'ai été blessée. Je donne tout ce que j'ai, en fait, quand j'ai confiance et quand machin, mais dès qu'il y a un truc, il y a une part de moi qui déconnecte. Tu vois, il y a une part de mon cœur là qui se referme très facilement aussi. Et je pense que c'est un peu le biais, tu vois, soit t'es quelqu'un qui en fait donne tout dès le départ, mais par contre, dès que tu fais de la merde, on referme. Soit t'es quelqu'un qui est très dans la méfiance et qui en fait, une fois qu'il s'ouvre, c'est bon. Je suis pas méfiante de base. Je suis quelqu'un qui est déjà de base hyper ouverte, hyper open, hyper machin. Par contre, t'as intérêt à bien te comporter. Je pense que c'est un petit peu ça. Et du coup, ça va un peu avec la nostalgie aussi, parce qu'il y a certaines choses, certaines relations où j'aurais aimé savoir où est-ce que ça aurait pu mener. Et ouais, je pense beaucoup à certaines relations du passé sur tous les plans, hein, vraiment tous les plans. Et je me pose souvent la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce que les gens pensent encore à moi? Est-ce qu'ils ont encore un souvenir? Voilà, donc je suis rêveuse, nostalgique. Je refais un peu le monde dans ma tête, mais ça, je pense que vous le saviez. Et le côté, j'oublie jamais. Voilà, moi, j'oublie jamais. Et allez, un petit truc fun, on s'en fout. J'ai une mémoire très auditive et je mémorise très bien les prénoms. Voilà, aussi. Voilà les cops pour cette FAQ de l'été. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté plein de réponses à vos questions. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir posé autant de questions. Ça m'a fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que ça vous évoque en commentaire évidemment ou sur Instagram. Là encore, vous savez où me contacter pour ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente après-midi, soirée, nuit, quel que soit le moment où vous regardez ça et écoutez ça. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.